Aujourd'hui, on a 4000 employés, on grandit de 50% par an. On a un chiffre d'affaires de 540 millions d'euros et on est le logiciel de gestion, parce qu'on est open source, le plus utilisé au monde. Lui, c'est Fabien Pinkers, le fondateur d'Odoo. Odoo, c'est l'outil de gestion d'entreprise le plus utilisé au monde, qui est valorisé aujourd'hui à plus de 5 milliards d'euros. Dans cette vidéo, il nous explique exactement comment est-ce qu'il a fait pour créer une entreprise qui compte aujourd'hui plus de 4000 employés, et surtout, comment est-ce qu'il a réussi à remonter la barre après plus de 7 ans au bord de la faillite. Je sais pas comment les concurrents vont nous concurrencer. Aujourd'hui, on a un modèle de développement avec 150 000 développeurs qui contribuent à l'open source, une croissance avec la version gratuite en millions d'utilisateurs. Je suis rentré chez moi et la nuit, je me souviens très bien, j'ai fait une liste des gens que j'allais virer, des coûts que j'allais couper. J'avais pas le choix, il fallait survivre. Puis le lendemain, j'ai fait ça et puis quelques mois après, on est devenu break-even. On n'avait plus de cash. J'avais trouvé de quoi faire rentrer 400 000 euros dans la boîte. Ils ont dit, ah non, on refuse, pas de rentrée de cash. Mais voici une offre de 2 millions d'euros avec une valorisation toute pourrie. Vous êtes valorisé à combien aujourd'hui ? On est aux alentours de 5 milliards. Qu'est-ce qui te pousse à continuer ? Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel interview. Je suis avec Fabien. Comment est-ce que tu vas ? Ça va ? Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Et ensuite, j'ai plein de questions pour toi. Donc, je suis Fabien, 44 ans, 2 enfants. Je suis le fondateur et le CEO d'Odoo, qui est une boîte qui fait des logiciels de gestion pour les PME. Ok. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur Odoo, les employés, votre business model, afin qu'on comprenne un petit peu ce que vous faites ? Direct comme ça, toi. Direct. Les chiffres. Et non, en fait, j'aime bien justement commencer par les chiffres. Boum. que les personnes qui regardent la vidéo comprennent ce que c'est dans son ensemble. Et ensuite, j'aime bien retracer, tu vois, l'histoire de croissance et comment est-ce que t'en es arrivé là. Ok. Ouais, j'ai créé la boîte il y a à peu près 20 ans. Donc ça s'est fait sur un petit temps. J'étais tout seul, fondateur et actionnaire. Aujourd'hui, on a 4000 employés, on grandit de 50% par an, c'est-à-dire qu'on va recruter 2000 personnes dans les 12 mois qui viennent. On a un chiffre d'affaires de 540 millions d'euros et on est le logiciel de gestion, parce qu'on est open source, le plus utilisé au monde. On couvre tous les domaines avec 40 000 applications dans l'App Store communautaire et en applications de base du type website, e-commerce, compta, à peu près 40 ou 50 applications. Vous êtes valorisé à combien aujourd'hui ? Alors c'est une société privée, donc il n'y a pas de valeur temps réel, mais la dernière opération, on est aux alentours de 5 milliards. Ok, impressionnant. J'imagine que ça n'a pas du tout commencé comme ça. Ah oui, il y a eu cette année au bord de la faillite. Maintenant, je me fais le malin, mais ça peut toujours être comme ça. Est-ce qu'on peut revenir au tout début et à la première fois où tu as réalisé que tu avais envie d'être entrepreneur ? Alors, je sais pas s'il y a eu un déclic, mais moi, j'ai toujours été passionné d'abord de créer des choses. Ok. Je suis développeur à la base, donc j'ai beaucoup développé, mais c'est créé au sens large, parce que j'ai fait un gros magasin de textile e-commerce. Je suis devenu le plus gros vendeur e-commerce de produits dérivés Linux. Tu vois, des t-shirts, des polos, des peluches que je faisais fabriquer en Chine. Après, je suis devenu grossiste pour d'autres magasins là-dessus. J'ai été le leader sur le marché de l'art en Belgique, donc les antiquaires, les salles de vente publiques et les galeries d'art. Je vendais 15 000 œuvres d'art par mois par ma système, plus qu'eBay.be, avec un très mauvais business model. Je gagnais presque rien. Mais bon, j'étais étudiant. Ouais. Donc j'ai vraiment fait plein de trucs. Moi, ce qui me drive, c'est d'apporter de la valeur, de créer, avant tout. Et après, je suis aussi passionné de gestion. Assez vite, je lisais des livres de gestion, les méthodes Toyota et ce genre de choses. Et donc, en fait, Odoo, ça a été la manière pour moi de mettre mes deux passions ensemble, le développement et la gestion d'entreprise. Ok. Tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passé ton tout premier business ? Le tout premier business, c'était des potes de mon père, j'avais 13 ans, les transports verts, et ils avaient besoin d'un logiciel de gestion. Et puis, moi, j'ai dit, je vais le faire. Okay. Donc, c'était simple, facturation, gestion des contacts, bons de commande, etc. Et après, j'ai fait plein de potes de mon père. J'en ai fait quelques-uns dans la foulée. Donc, tu faisais des solutions custom à chaque fois pour ouais, pour les ça, je développais sur demande, quoi. Ok. Et donc, à 13 ans, t'es développeur et capable de créer tes propres logiciels. Il y a des dizaines d'années. Donc, à l'époque, je pense qu'il y avait beaucoup moins d'informations. C'était beaucoup plus compliqué. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à développer cette compétence aussitôt ? Alors, moi, j'étais passionné de développement. Donc, il n'y avait pas Internet. À l'époque, j'avais pas Internet. Donc, c'était avec des livres. Donc, j'avais reçu un petit Atari avec le livre qui va avec. Et après l'Atari, j'ai demandé à ma communion un PC, un 386. J'ai pris des livres, j'ai acheté quelques livres à la bibliothèque. Puis j'ai appris. Et je passais mes heures là-dessus. Jusqu'à ce que je puisse développer ça, quoi. C'était quoi les clés du coup de l'apprentissage de cette compétence à ce moment-là ? Parce que ça peut faire peur, devenir développeur, etc. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'inné ? Est-ce que tu penses que t'as approché
cette compétence d'une certaine manière et que c'est ça qui t'a permis de réussir là-dedans? Je pense que déjà, tu peux tout faire tant que tu y mets du temps. J'y passais plusieurs heures par jour. Enfin, moi, je sais pas combien à l'époque parce que j'étais petit, mais c'est juste une question de j'ai beaucoup travaillé. C'est pas inné parce qu'au début, je savais pas développer. J'écrivais des petites lignes de code débiles. Et puis, c'est devenu de mieux en mieux, quoi. Ok. Donc, beaucoup de travail, une passion pour ça. Oui. Tu crées ces logiciels de gestion et bon, après, j'imagine que tu te lances pas direct à fond dans le business. T'es encore un ado. Qu'est-ce qui se passe? Comment se passe en fait la transition entre le monde des études et le monde du travail? Alors moi, ça a été en même temps. C'est-à-dire que j'ai commencé à engager les premiers employés alors que j'étais étudiant. Okay. J'avais ce qu'on appelle un petit cote en Belgique. C'est une petite chambre d'étudiants qu'on louait. Et moi, je travaillais dedans. J'avais 2 employés, un à gauche et à droite, qui faisaient le business. Moi, je faisais mes examens au milieu. Et ça a commencé comme ça, parce que j'ai commencé le business bien avant de sortir des études. Okay. Ce qui est pratique, parce que t'as la charge des parents. Donc, t'as rien à risquer, t'as rien à perdre, tu dois pas payer tes charges sociales. Et c'était le même business ou c'était quoi? Non, à l'époque, c'était le business du marché de l'art. Je faisais des jeux, j'ai fait des virus, des antivirus. Okay. J'ai fait un truc cool qui s'appelait nomoreviagra.com. C'était un anti-spam. Okay. Le nom était sympa. Ça a jamais pris, ça a jamais marché. J'ai fait plein de trucs en fait. Et puis Odoo est celui qui a mieux marché. Et donc avant d'arriver à Odoo, du coup, qui est cet énorme succès dans ces business intermédiaires, bon, il décolle pas autant que Odoo a pu le faire, mais j'imagine que ça a quand même plus ou moins fonctionné. Pas du tout. Non, ça m'a permis de payer les premiers salaires en fait. Ok. Et donc du coup, tu fais quoi quand tu penses à la création d'un business? Tu penses à quoi? Comment se passe cette étape? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo qui sont au stade où soit ils osent pas encore lancer de business, soit ils lancent des business mais ils ont pas vraiment de résultats. À quoi en fait t'as pensé quand tu faisais ça? Alors moi, c'était pas business first, c'était plutôt je veux créer des trucs utiles. Okay. J'avais besoin de t-shirts avec des pingouins Linux parce que j'étais fan de ça. Ouais. Je me suis fait mon site e-commerce en ligne et puis j'ai revendu à tous mes potes. Puis tous mes potes, ça a été la Belgique et puis j'ai fait plus grand. Okay. Et puis j'avais aussi du business, c'était plus pour faire plaisir aux copains de mes parents au début. Et après j'ai pris goût au business, mais c'était vraiment dans l'objectif de je voulais faire des choses utiles que les gens aiment bien. C'est ce qui me drivait, c'était le produit en fait, c'était pas faire du revenu ou autre. Vraiment j'étais passionné par faire des choses utiles. Et c'est ce que tu recommanderais du coup à quelqu'un qui se lance aujourd'hui, de focaliser d'abord sur faire quelque chose d'utile? C'est d'abord capitaliser sur ce que tu sais faire, c'est sûr. T'as plus de valeur évidemment si c'est quelque chose que tu sais faire et si c'est quelque chose qui te passionne. C'est sûr que tu vois, être entrepreneur c'est vraiment dur. T'as des périodes hyper trash, etc. Et si c'est pas ta passion, si t'es pas prêt à en baver pour ça, etc., tu risques de lâcher à ces moments-là, quoi. Ouais. Ok. Donc, bon, t'as ces différentes péripéties. Comment est-ce que tu trouves l'idée d'Odoo et comment ça se passe vraiment au tout début de la création de ce business? Je peux pas dire que j'ai eu une idée parce que j'ai fait plein de trucs et il y a un truc qui a mieux marché que le reste. Okay. Mais le reste, ça a plus ou moins bien marché aussi, hein, mais c'était pas non plus des gros succès. Non, ce qui se passe avec Odoo, c'est que j'ai fait les sites internet des salles de vente publiques et des antiquaires. Et je vendais plein d'objets par leur système et puis j'ai commencé à leur vendre le logiciel de gestion en complément de leur site internet. Mais c'était dans une vision de je voulais développer des logiciels de gestion. J'ai toujours cette idée de Paul Graham, le fondateur de Y Combinator, dans ma tête où je me rappelle d'un blog qu'il avait écrit où il disait si tu veux un impact, il faut que tu résoules un problème qui est vraiment dur, quoi. Un gros problème. Je me suis dit on va rendre la gestion simple. Et donc je me suis attaqué à ce problème qui était la compta, les stocks, la gestion des ressources humaines, la gestion de projet. Je me suis dit ça c'est quelque chose qui va m'exciter pendant des années. Et j'ai commencé à le vendre à mes premiers clients qui étaient des salles de vente publiques. Alors le problème c'est qu'ils avaient pas beaucoup de sous, c'était un marché un peu en décroissance, donc je vendais pas très très cher, mais ça m'a permis de démarrer. Donc au début c'est quoi? Tu vas vers un client et tu lui dis ok, je vais te créer une solution pour gérer ton entreprise, ou est-ce que tu crées vraiment un produit plus sous un modèle SaaS et ensuite après t'essaies d'aller le... Comment ça se passe en fait vraiment dans les débuts? Ça a beaucoup été du bouche à oreille, mais ça s'est fait sur plusieurs années. Donc j'ai fait un client, il était content, il m'en a amené un autre. Et donc tu crées un nouveau truc pour chaque client? J'ai créé des nouveaux trucs pour chaque client jusqu'au moment où je me dis allez maintenant je vais faire un produit. Ouais. Et j'ai pris tous les clients dans le même secteur et je me suis dit je vais développer un logiciel pour eux. Ok. Mais je voulais pas faire un logiciel pour les salles de vente publiques. J'ai juste utilisé ce marché pour avoir mes premiers revenus et mes premiers clients. Mais je l'ai développé de générique. J'ai fait une comptabilité qui marche pour tous les business. J'ai fait une gestion de stock assez poussée alors qu'ils en avaient pas besoin. Mais dans la vision de me dire je vais faire un logiciel de gestion pour toutes les PME. Et à ce moment-là, c'est toi qui codes, c'est vraiment moi qui toi qui au four au moulin. J'avais quelques personnes qui m'aidaient, mais je codais beaucoup, quoi. Ouais. Et donc, t'avais une espèce de petite agence qui réglait les problèmes de gestion du coup de. Ah non, je faisais tout moi-même.
Ah, ok. Et d'ailleurs, j'ai perdu beaucoup d'argent. En freelance, en fait, presque. Non, j'avais des employés, hein, c'était en société avec 2-3 employés, puis 4, puis 5, mais on sous-traitait peu. Ok. D'accord. Donc, tu fais ça, tu commences à avoir, du coup, des outils qui sont bien faits et que tu vas pouvoir revendre plus ou moins tel quel à d'autres clients. Et ensuite, c'est quoi les prochaines étapes du développement? Et ensuite, donc en gros, j'ai développé ça comme une société de service. Au début, j'allais chez les clients, vous voulez quoi, je vous le développe. Et puis le logiciel grandissait avec toutes les features qu'on développait d'un client à l'autre. Ouais. Puis je me suis retrouvé en 2010 avec ce logiciel qui faisait tout. Il y avait toutes les features que tout le monde m'avait demandé. Il y avait plein de features. On avait une centaine de développeurs, d'employés à ce moment-là. Mais il était super complexe. Ouais. Il était lourd, complexe, parce que j'avais fait tout ce que les gens me demandaient, quoi. Et donc là, je me suis dit, il faut changer de business model. Ça va pas. On peut plus développer ce produit sur un modèle de service. Les marges sont trop petites pour faire de la R&D. On se retrouve à développer les bêtises que les clients nous demandent pour eux-mêmes. Donc, je voulais basculer vers un modèle d'éditeur. Au lieu de vendre ma consultance, mes jours de développement, on va aller vendre une licence sur le logiciel. Alors, le problème, c'est que j'étais open source et je le suis toujours. 100% open source, donc on pouvait pas vendre de licence. Donc, ce que j'ai vendu, c'est... Expliquer ce que c'est l'open source pour les personnes qui... Alors, l'open source, c'est une licence. Comme avec tous les logiciels, tu as toujours une licence attachée. Mais en général, les licences sont faites pour contraindre les droits de l'utilisateur. Tu peux avoir maximum 4 utilisateurs, tu peux pas le copier, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. L'open source, c'est tout l'inverse. L'open source, c'est une licence qui garantit à tous les utilisateurs qui pourront toujours l'utiliser gratuitement, avoir le code source, donc ils peuvent bidouiller dedans, le modifier, etc., le modifier et le distribuer. C'est des trucs comme Android, Chrome, Blender, Firefox, il y a plein de bons produits open source. Et donc, à ce moment-là, tu es en open source. Comment est-ce que tu fais pour gagner de l'argent ? Là, je vendais du service. Donc, je vendais le développement. Et en 2010, je me dis non, je peux plus vendre du service. J'ai envie de me passer comme un éditeur. Comme ça, je peux investir en R&D et en marketing. Et là, j'ai dû trouver un modèle d'abonnement. Hein. C'était la course au SaaS où tout le monde voulait vendre des abonnements en ligne. Et donc, j'ai fait des contrats de maintenance. Et le logiciel est open source, il est gratuit. Mais si vous voulez une garantie de ne pas avoir de bugs, si vous voulez upgrader de version, si vous voulez un support, on a un contrat de maintenance qui est un abonnement que les gens allaient payer chaque année. Ça a très bien marché la première année. On a construit un réseau de partenaires assez vite. On a ouvert une 50aine de pays en 1 an, 2 ans. Mais après, les gens m'ont dit, mais je paye plus. Le logiciel est super, il marche bien. Pourquoi je renouvellerais mon contrat de maintenance ? Donc, ils achetaient la première année, puis ils droppaient la seconde. Ouais. Et là, je me suis dit, petit problème, on a commencé à avoir du mal, quoi. Tu faisais combien de chiffre d'affaires à ce moment-là ? Alors, en 2010, on faisait 1 million d'euros avant le pivot. Et puis, on a grandi 1 850 000, 85% de croissance. Puis, on a encore fait 100 et quelques 2% de croissance. Donc, le chiffre d'affaires marchait bien, mais on a investi comme des fous. Hein. Ouais. J'avais fait une levée de 3 millions d'euros pour faire ce basculement. Parce que, en fait, en 2010, du jour au lendemain, on s'est dit on arrête les activités de service. Donc, plus de revenus. On va se focaliser sur vendre des contrats de maintenance. Mais les contrats de maintenance, tu payes un petit peu chaque mois ou chaque année. Donc, il fallait une avance de cash. C'est pour ça qu'on a fait la levée de fonds. Ok. Donc avant, en fait, quand tu dis que tu faisais du service, donc du développement, c'est que tu allais vers les nouveaux clients et tu disais, je vais modifier la solution pour tes besoins spécifiques, mais il me faut me payer tant. Voilà, tu payes la journée, quoi. Okay. Je vais développer 20 jours, tu vas me payer 20 jours de service. Ok. Et donc ça, t'arrêtes. Ensuite, t'as cet abonnement de maintenance. Voilà, tu me payes X par an et je te supporte. Voilà. Et après, en fait, vu que ton produit était bien, plus besoin de maintenance. Ça marche, pourquoi je paierais ? Et là, donc, t'as un chiffre d'affaires, du coup, qui stagne ou c'est un peu compliqué. Qui grandit moyen, parce que j'avais engagé beaucoup suite à cette levée de fonds. Si tu regardes le cash, en 1 an et demi, on avait burné les 3 millions. Ouais. Et on arrivait proche du zéro où il fallait stabiliser, quoi. Et là, tu fais quoi ? Alors là, on fait plein de trucs. On fait une crise, on coupe dans les coûts, on pivote un petit peu. Et un des gros trucs qu'on a fait, c'est un changement dans le business model. Okay. Quelque chose que j'ai refusé de faire pendant longtemps, mais il y a un moment, il a fallu. Donc moi, je suis passionné d'open source. Donc, j'étais vraiment attaché à mon business model. On est 100% open source, on ne fait que de l'open source. J'en étais super fier. Je faisais des blogs qui disaient on fera jamais de propriétaire. mais à un moment, je suis arrivé, ça marche plus, quoi. Je sais plus payer les salaires, je sais plus grandir. Le produit, il est pas bon parce qu'on n'investit pas assez en R&D, parce qu'on court derrière des revenus de service, etc. Donc ça allait pas. Et là, j'ai traîné un peu longtemps avant de décider, puisque c'était contre ma nature. Mais on a fait un pivot sur le business model. On a dit, OK, 80% des applications sont open source et on va rajouter 20% d'applications qui sont payantes. Et on va vivre des 20% payantes. Donc, en gros, dans Odoo, par exemple, tu as plein d'apps. La gestion des achats, la gestion des ventes, la gestion des stocks, le point de vente, la caisse pour le magasin, open source. Mais si tu veux la compta, ça, c'est une application qui est payante. Donc, on a switché de modèle. On a arrêté de vendre des contrats de maintenance et on s'est focalisé sur vendre des features, qui étaient les quelques applications payantes. Ok, donc vous fonctionnez en fait, c'est pas un logiciel, mais c'est plein d'apps différentes qui s'intègrent. C'est ça. Donc Odoo, c'est un peu comme un App Store, comme tu as sur ton téléphone où tu as plein d'applications. Tu peux installer toutes ces apps en un clic et plus tu en mets, plus elles vont s'intégrer.
Ok. Et donc ça, c'était en 2014. Donc en 2014, j'ai refait une levée de fonds, on a switché sur le business model. Et puis 1 ou 2 ans après, pour la première fois, ma situation financière devenait acceptable. Donc tu as lancé le business 6 ans auparavant et c'est qu'à ce moment-là que tu commences Non, j'ai lancé en 2004, même avant. En 2004, je suis sorti des études. Ouais. 2014, donc ça fait 10 ans, sans business model qui marchait bien. Après, on a grandi, hein, mais toujours la corde raide. Et il a fallu 10 ans pour qu'on trouve le modèle, quoi. Ok. Donc, vous arrivez à ce modèle-là. Est-ce que ce modèle-là, aujourd'hui, d'un point de vue purement économique, c'est un avantage par rapport à la concurrence, ou est-ce que c'est pas forcément l'avantage, mais c'est plus par rapport à ta philosophie que tu as décidé de le garder en essayant de maximiser la part d'open source que tu pouvais avoir? Aujourd'hui, c'est une tuerie. Okay. Je sais pas comment les concurrents vont nous concurrencer, juste pas possible. Aujourd'hui, on a un modèle de développement avec 150 000 développeurs qui contribuent à l'open source, une croissance avec la version gratuite en millions d'utilisateurs. Personne ne peut concurrencer ça. Ouais. Le problème, c'est qu'il fallait en arriver là. Et en fait, l'open source, c'est super trash. C'est ce que j'appellerais un winner takes all market. Okay. Le gagnant prend tout, mais il n'y a pas de deuxième place. Donc, si tu veux, l'open source, c'est un peu comme on dirait en économie, un marché transparent. Comme tu as le droit de tout tester, de jouer avec, de télécharger avant d'acheter, en fait, il y a un effet de consolidation sur le meilleur. À l'inverse des logiciels de gestion traditionnels, tu vas avoir des commerciaux avec des slides, tu peux faire des politiques de différenciation. Ouais. Tu peux dire, moi, je suis meilleur en ça, moi, je fais des benchmarks en ceci, et tu peux arriver pas forcément le cas, à avoir plein d'acteurs. En open source, t'as pas. Ouais. Si t'es le premier, tout le monde vient chez toi, et tu grandis plus vite parce que tout le monde vient chez toi. Si t'es le deuxième, t'as rien. Donc, c'est vraiment un marché difficile. Mais une fois que t'as réussi à prendre cette place, et aujourd'hui, Odoo, c'est sur la CRM, on est le numéro 1 en open source. Sur stock, achat, vente, il n'y a personne d'autre. Sur la caisse, on est le numéro 1 en open source. Sur quasiment toutes les applications de gestion de projet, Timesheet, numéro 1. Website, on va en parler peut-être après, mais website e-commerce, on n'est pas le numéro 1. C'est encore mon challenge. Mais on grandit. Mais n'empêche, on a pris tous ces marchés. Et donc aujourd'hui, c'est confortable parce qu'on a ces millions d'utilisateurs qui sont heureux, qu'il y en a le plus, mais il a fallu arriver à cette masse critique. Donc si je comprends bien, pour un peu résumer pour les personnes qui sont peut-être un peu moins familiers avec le concept d'open source, des développeurs, etc. En gros, en open source, tu as ton code qui est disponible publiquement. Tu peux le télécharger, quoi. Tu peux le télécharger, ce qui va permettre en fait à n'importe qui de pouvoir utiliser ce code, mais aussi de créer en fait des modules, de l'améliorer, de le complémenter, de créer des trucs qui vont s'embrancher dedans. Et donc en fait, tu crées une communauté de personnes qui utilisent ton logiciel gratuitement et qui ont envie de le voir grandir et qui vont en fait aller trouver les bugs, qui vont contribuer exactement et créer en fait, sans même que toi t'aies forcément à intervenir, un produit de plus en plus complet, de plus en plus performant. Alors oui et non. Okay. C'est-à-dire que donc oui, il y a toute une série d'applications open source communautaires qu'eux ont développées, qui viennent se greffer en plus des add-ons. Ouais. Et puis il y a l'officiel, là ils peuvent pas modifier évidemment, on garantit qu'il est nickel. Okay. Par contre ils font des propositions, ils développent des trucs, ils nous le soumettent et on dit ok, bon pas bon et on prend. Et donc ça aujourd'hui c'est un gros avantage pour toi parce que ça te permet d'avoir une amélioration du produit qui est meilleure que quelqu'un qui fonctionnerait pas en open source. Ça va beaucoup plus vite. L'évolution du produit, je te donne un exemple. Tu veux faire un logiciel de comptabilité. Pratiquement tous les logiciels de comptabilité, ils sont locaux et pour un pays. Okay. Tu vas aller regarder en Belgique, ça va être un Winbooks, il fait que la Belgique. Tu vas avoir un Xero, il fait l'Australie, États-Unis, un peu de reste, mais pas grand-chose. Angleterre, et puis c'est tout. Et encore, c'est un des plus larges. En open source, nous, on a ouvert la comptabilité dans 160 pays. Et comment on a fait ? En fait, il y a des gens qui commencent à l'utiliser dans tous les pays. Il leur manquait une petite feature sur une taxe. Ils nous ont soumis. Et le truc, en quelques années, a grandi avec tous les feedbacks des CFO, des comptables qui ont engagé des développeurs, qui nous ont soumis des améliorations. Si t'as pas ça, t'es obligé d'ouvrir une filiale dans chaque pays, avoir une équipe avec des comptables, des chefs de produits, des trucs. Avoir une cohérence là-dedans, c'est vraiment dur. C'est vraiment difficile. Là, on a eu tout le knowledge du monde des gens qui utilisent sur quelques années. Et ça nous a permis d'avoir une comptabilité qui marche dans plus de 100 pays. Donc ça, ce changement de modèle, c'est quoi en 2016, 2014 Ça a été en 2015. 2015. Donc vous faites ce changement de modèle en 2015. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, ça explose ? Alors nous, ça a été un changement dans l'entreprise parce que pendant 10 ans, on a fait qu'essayer de survivre. On avait des moments, moi, je savais pas payer les salaires, je les payais trop tard. Enfin, c'était très compliqué. Et là, 1 an après, ça a été très compliqué parce qu'on s'est mis la communauté à dos.
On leur avait promis que tout serait toujours open source, puis on les a trahis, quoi. Ouais. Et on dit ça va pas, et donc on s'est fait bâcher, on a des partenaires qui ont lâché. Tu pensais à quoi dans ces moments difficiles, que ce soit ce moment-là ou des moments où t'avais des difficultés à payer les salaires? Comment est-ce que tu t'avances dans ces périodes difficiles? À ce moment-là, c'est juste de la survie. Quand t'as des problèmes de cash, tu penses juste à survivre. Ouais. Tu trouves tes nouveaux clients, tes nouveaux partenaires, les problèmes tu les mets de côté, et tu fonces sur ce qui marche, quoi. Mais la transition s'est faite assez bien malgré tout ça, et un an après on est redevenu break-even positif, puis ça n'a fait que s'améliorer. Ok, donc tu t'arrêtes de perdre de l'argent et à ce moment-là, t'as trouvé entre guillemets un vrai product market fit. Enfin c'est même au-delà de ça, c'est un business model market fit, quoi, avec cette manière de mêler l'open source et le payant. Et on a eu la masse critique. Il y a eu les deux en même temps, en fait. Okay. On a eu le business model et la masse critique, parce qu'en fait, on vend nos produits à 19 €. 19,90 € par mois, par utilisateur. Tous les produits. Pour tout. Okay. Pour 19 €, t'as tout. T'as toutes les apps que tu veux. Mais il en faut un paquet d'utilisateurs. Ouais. Et en plus, c'est en B2B, donc normalement, c'est dur à rentrer. Plus cher. Ouais. Mais non, en fait, on peut pas, parce qu'on est open source. On peut pas faire payer plus cher. Pourquoi? Alors, tous les ERP, tu prendras un SAP, un Dynamics, c'est 200 €, 250 € minimum par utilisateur par mois pour un truc tout intégré. Mais nous, on peut pas, parce que notre plus gros concurrent, c'est notre version open source. Si on venait sur le marché, on disait, je vous vends Odoo Enterprise les 20% de features payantes, juste la compta, à 200 €, mais on dit, bah non, moi je prends Odoo Community, qui est la version open source d'Odoo. Donc on est notre propre concurrent, donc c'est pour ça qu'on a un tarif qui est de l'ordre de 7-8 fois moins cher que le reste du marché. Donc en fait, à cause du business model. Mais, du coup, par exemple, sur la comptabilité, il y a une version gratuite et une version payante. La comptabilité, elle est payante. Tu peux pas l'avoir gratuitement. Par contre, tu peux avoir beaucoup de choses, les ventes, les achats, les stocks, la caisse. Et si on te dit, mais la compta, elle est à 200 € par user, bah, tu dis non, je prends pas la compta, je prends le reste. Tu prends la compta quelque part. Le reste qui est d'autre. gratuit. Et par contre, si t'as le tout à 20 €, là, tu dis, ok, 20 €, je prends tout. Ok. Donc on est notre premier concurrent, on est nous-mêmes, quoi. Vous avez combien de clients, du coup? Ça doit être en clients payants, en utilisateurs, on est de l'ordre de 1,5 million. Ah ouais, incroyable. Ok, donc vous avez cette masse critique, le business model fonctionne. Comment tu fais pour scaler à ce moment-là? Scaler, c'est faire croître donc nous, la boîte. On a scalé avant, mais pas en revenu. Ok. C'est-à-dire on a scalé en base installée. On avait vraiment beaucoup d'utilisateurs, parce que quand t'es open source, c'est gratuit. C'est un modèle freemium, quoi. T'acquiers beaucoup d'utilisateurs. Mais notre problème, c'était de le monétiser. Donc, une fois qu'on a réussi à le monétiser, ça a déclenché assez vite, parce qu'on avait tout cet actif de 10 ans d'avoir construit une base utilisateur. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pendant les prochaines années du développement? Alors là, c'est marrant, parce qu'on pourrait croire que tout est mieux, mais en fait, pas trop. Une fois que, pendant 10 ans, notre driver, c'était de survivre. On cherchait à grandir, à s'améliorer, à pivoter sur le business model, vraiment en mode survie, quoi. Donc on était tous super efficaces, concentrés, on se défocalisait pas. Et puis à un moment, le cash commence à rentrer, cash flow positif, tous les 1 million par mois, etc. Et là, tu dois changer ta source de ta motivation, quoi. Et ben, j'ai eu un down à ce moment-là dans l'équipe de management. Comme tout allait bien, tout roulait, etc. Il y a une petite baisse de motivation. Là, on a dû trouver d'autres leviers, quoi, qui nous drive. Mais bon, après, c'était un problème de luxe, quoi. Et du coup, comment tu résous ce problème pour continuer à avancer? On s'est refocalisé sur le client. On s'est dit, en fait, ce qui nous drive, c'est de transformer les PME. Il y a plein qui sont mal gérés, les gens souffrent dans leur boulot. C'est vachement important, parce que tu passes un tiers de ton temps au bureau, quoi. Donc, si on peut rendre leur vie meilleure et qu'il y a moins d'admin, moins de trucs pénibles au bureau, ça a un impact sur la vie des gens. Donc, on a recommuniqué, on a retrouvé nos sources de motivation ailleurs, qui n'étaient plus de faire du business, mais de supporter nos utilisateurs. Et on a continué dans cette direction. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi, en fait, les gros points sur lesquels tu t'es concentré pendant ces années pour continuer à faire croître la boîte? Alors, nous, le succès d'Odoo, c'est le produit. C'est vraiment, le produit est vraiment tellement bon, complètement au-dessus de la concurrence, que ça a attiré tout le reste vers le haut. Parce que le produit est bon, les ventes étaient plus faciles. Le marketing, on n'en a pas fait beaucoup, c'était beaucoup de bouche à oreille, ce qui est en soi le meilleur marketing au monde. Et aujourd'hui, on fait encore 250 000 leads par mois, avec du bouche à oreille. Enfin, bouche à oreille plus marketing, enfin c'est beaucoup de leads. C'est vraiment le produit qui a tout tiré vers l'avant. Comment tu fais pour créer un bon produit? T'as investi beaucoup en R&D. Même encore aujourd'hui, avec les 4000 employés, moi je passe la moitié de mon temps en R&D à travailler sur le produit. Et tu fais quoi quand tu travailles sur le produit? Alors nous, ce qu'on fait le plus, c'est on s'assoit à côté des gens, ou soit on s'assoit, soit on regarde des vidéos, comment ils travaillent, etc. Et on regarde où ils perdent du temps. Je te donne un exemple, tu vas t'asseoir à côté d'un recruteur.
Okay. Tu te dis comment un recruteur travaille, quoi. Ouais. Et en fait, si tu regardes, tu vas te rendre compte que 50% de son temps, ça va être de planifier des rendez-vous. Ouais. Tu vois, j'ai premier round d'interview avec 2 managers. Candidat est pas là, il faut rescheduler. Manager dit qu'il est plus là, il faut rescheduler. Puis deuxième round d'interview, troisième round d'interview. Et donc, si tu regardes, un recruteur, 50% de son temps, c'est de planifier des rendez-vous. Ouais. C'est un peu merdique, hein. Ouais. Qui a envie de faire ça tout. Et donc, nous, on se dit, OK, là, il y a un truc qu'on peut améliorer. Là, en fait, planifier un rendez-vous, c'est un problème qui est réglé avec un bon produit, l'IT. Tu t'envoies un lien, il y a un bouton et le candidat voit accès direct aux agendas de ceux qui doivent interviewer, schedule lui-même, reschedule s'il n'est pas dispo. Et tout ça doit être automatisé. Comme ça, les recruteurs peuvent passer du temps sur des choses à valeur ajoutée. Ouais. Parler avec les candidats, faire du sourcing, etc. Et on fait ça pour tous les postes. Donc, tu crées des logiciels pour rendre tes employés plus efficaces. Les nôtres, mais surtout nos utilisateurs de notre produit, quoi. T'as d'autres exemples comme ça Plein. Tu prends un comptable. La majorité des comptables aujourd'hui, c'est de l'encodage. Ouais. J'ai une pile de factures. Alors aujourd'hui, elle est plus papier, elle est en PDF. Ouais. Mais je commence ma journée, j'ai une pile de factures fournisseurs encodées et je l'encode. Mais aujourd'hui, par exemple, avec Odoo, 98,5% est détecté par l'IA. Tu dis 98 aussi. Je suis suisse. 98. Donc, non, je suis suisse, donc ça fait plaisir. Continue. 98,5%, l'IA détecte automatiquement. Ouais. T'as plus besoin d'encoder des factures. Donc, tu as envie que tes comptables, ils passent pas du temps à encoder, mais qu'ils fassent du contrôle, de l'optimisation fiscale, du conseil, etc. Mais plus de l'encodage. Et en fait, quand tu transformes ça, mais le comptable, il va te dire merci, quoi. Avant, j'étais un petit robot qui encodait des trucs. Maintenant, l'IA fait tout pour moi. Je peux vraiment faire mon métier, quoi. Et t'as ça partout. Alors, t'as ça dans tous les... Et le pire, c'est que la plupart des managers s'en rendent même plus compte. Okay. Ils sont complètement inefficaces. Les boîtes sont totalement inefficaces. Et comme ils font ça depuis 10 ans, ils se rendent pas compte qu'il y a moyen de faire autrement, quoi. Ok, donc toi, ton travail pendant ces années-là, c'est vraiment aller voir tous tes employés et checker comment tu peux les rendre plus efficaces. C'est ça. Pas les nôtres, hein, mais les clients, les utilisateurs de nos clients, etc. Ok, donc c'est aussi une manière pour toi de développer le produit. Oui, c'est notre produit, en fait. Okay. C'est ce qu'on vend à nos clients, quoi. Donc en fait, tu fais de la recherche, de l'étude de marché, en fait, pour voir là où il y a des besoins. On a un logiciel de gestion, donc on regarde quelle feature pourrait faire gagner du temps à quel utilisateur. Et tu fais comment, en fait, ensuite, imaginons que t'as une idée de feature. Toi, c'est quoi? T'as des équipes, tu leur dis, bon, les gars, on fait ça, et derrière, ton travail, il est terminé? Ou est-ce que t'es aussi impliqué dans, du coup, la création de ce produit? Non, moi, je passe beaucoup de temps là. Une grosse partie de mon temps est travailler avec ces équipes de product owners qu'on appelle, qui décident les fonctionnalités qu'on va développer ou pas. Et pour qu'ils deviennent bons, et moi y compris, il faut qu'on ait beaucoup de feedback. Okay. Donc, on a des gros processus de feedback qui viennent de nos consultants, nos chefs de projet, de nos clients, de nos partenaires. On a des partenaires dans le monde entier. On remonte tous ces feedbacks, on analyse les concurrents aussi, on teste tous les logiciels. Et de là, on se dit... et puis, on va s'asseoir à côté de nos utilisateurs pour voir comment ils travaillent. Et de là, on décide qu'est-ce qui aurait le plus d'impact pour un utilisateur. C'est quoi qui est important quand tu, justement, essaies de récolter du feedback pour améliorer ton produit? Alors, nous, on a une vision du logiciel de gestion. Aujourd'hui, les management software, souvent, ont été conçus pour les managers. Tu vois, y a des beaux tableaux de bord, mais c'est pour les managers. Moi, je vois l'entreprise différemment. Depuis toujours, nous, on se dit, en fait, ce qu'on veut, c'est que chaque utilisateur d'entreprise soit plus efficace. On veut que le comptable, la caissière, le magasinier, le chef de projet... Alors, bien sûr, le manager, c'est un employé aussi, donc on doit le satisfaire aussi. Ouais. Mais nous, on fait des outils de productivité pour que chaque personne dans l'entreprise soit plus efficace. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. On cherche des fonctionnalités qui font gagner du temps à un poste. Enfin, à plusieurs postes, mais si ça a un impact sur son day-to-day, alors c'est une bonne fonctionnalité. Ok. À part ce focus produit, est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu te concentres pendant cette période? En fait, ça a toujours été la même chose pour moi, enfin, depuis qu'on est un peu plus à l'aise. 50% de mon temps, c'est produit, 50%, c'est les grandes transitions. Ok. Et ça, c'est variable. Ça peut être marketing, ça peut être sales, ça peut être méthodologie d'implémentation de projet. Lance un nouveau département, une filiale qui ne grandit pas bien. C'est ce que je viens de faire l'année passée. J'étais 1 an en Inde. Les grands changements. Tu peux nous expliquer, par exemple, en Inde, quel était le problème et comment tu l'as résolu pour... Ouais, exactement. Oui, alors peut-être l'histoire de l'Inde, c'est la première filiale que j'ai ouverte il y a 16 ans. Et la boîte a grandi pas mal au début. Et puis là, elle était restée bloquée à 200 personnes depuis 7 ou 8 ans. Ce qui n'est pas normal. Nous, on fait minimum 50% de croissance partout. Et bon, il y a eu le Covid et tout ça, donc j'ai pas su y aller.
Moi, j'aime pas trop voyager, donc j'y vais pas une semaine, 3 jours, ça sert à rien. Quand j'y vais vraiment. Et donc là, il y a un an, j'ai dit, on va s'installer 1 an pour travailler full-time en Inde. Parce que c'est un énorme marché, hein. C'est un cinquième de la population mondiale, 9% de croissance du GDP. C'est un marché de malade, quoi. Une middle class qui explose. Ils vont bientôt contrôler le monde, quoi. Tu vois, on a l'habitude de dire BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Russie est en guerre, Brésil a mené boum. La Chine, elle est pas ouverte aux étrangers. Même si tu réussis, le gouvernement va te saisir. Il reste l'Inde, quoi. Il y a que l'Inde qui a ce potentiel-là aujourd'hui. Et donc je me suis installé il y a 1 an avec ma famille. Et puis le but, ça a été de faire péter le business là-bas. Et puis voilà, je suis revenu la semaine passée. Et du coup, comment t'as fait ? Alors là, il y a... donc d'abord ça a bien marché, mieux que ce que je croyais. Je crois qu'ils sont 800 maintenant. On est passé de 15 nouveaux clients par mois à aujourd'hui ils sont à 600 nouveaux clients par mois. Ils vont bientôt arriver à 1000, donc ça a marché très bien. Qu'est-ce qu'on a fait ? La première chose que j'ai faite, c'était l'adéquation du produit au marché. Tu vois, en Inde, ils ont pas, les modes de paiement sont pas les mêmes, la comptabilité n'est pas les mêmes, et notre produit n'était pas parfait. Et comme d'habitude dans Odoo, la clé c'est le produit doit être top du top, et on grandit si le produit est bon. Donc j'ai passé les premiers mois à régler ça, quoi, à faire que le produit soit nickel pour le marché indien. Et puis j'ai réglé tous les bottlenecks. Il y a des bottlenecks au marketing. Le marketing produisait rien. On a fait du influencer marketing, de l'education marketing, on a fait des billboards, des panneaux dans la rue, des métros, plein de trucs comme ça. On a travaillé beaucoup sur l'éducation. Le problème de l'Inde, c'est d'éduquer. Et en fait, c'est pareil en Europe. Hein. Les managers se rendent même pas compte qu'ils font des conneries. Donc. Mais là, encore plus. Donc, on a lancé des cycles de formation, des événements. On fait une 40aine d'événements par an, avec 400, 500 personnes par événement en moyenne, pour former, simplement éduquer, regarder comment on peut travailler autrement, comment on peut rendre votre boîte plus productive, comment le digital est un game changer. Et on a fait le tour de l'Inde comme ça. Tu as des process justement pour manager, pour réfléchir à comment résoudre des problèmes dans ta boîte, ou tu le fais, c'est très intuitif? Donc, il y a des process pour obtenir l'info, pour devenir plus malin, pour qu'on s'améliore, etc. Mais c'est très intuitif quand même. Décider si tu vas développer ça ou ça, c'est l'expérience à la fin, quoi. Ok. Et en termes de recrutement, est-ce que ça a été aussi un de tes focus ? Comment tu as approché ça au cours des dernières années ? En Inde ou en général ? En général. On grandit à 50% par an. Donc tu vois, on est 4000 aujourd'hui, ça veut dire que dans les 12 mois, là, on va devoir recruter 2000 personnes. Donc c'est un vrai challenge. Et intégrer, quoi. Intégrer tout ça. Alors nous, on est vachement bon à former des jeunes, à engager des jeunes et les former. C'est vraiment, on est organisé pour ça, on a un super e-learning, du coaching. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher beaucoup de VP, de managers. D'ailleurs, on le fait pas. On recrute jamais de managers. Et donc on a une machine à former des jeunes. Vous recrutez jamais de manager, non. Vous faites monter les gens à l'intérieur de votre boîte. C'est ça. Donc la seule manière de devenir un team leader chez Odoo, c'est d'être le meilleur d'une équipe. Il n'y a jamais de recrutement externe de team leader. Tu dois faire tes preuves, quoi. Alors il y a des expérimentés, il y a des gens qui arrivent avec beaucoup d'expérience, mais ils commencent par en bas. Ah ouais. Avec un salaire d'expérimenté, donc on leur donne un vrai salaire, sinon ils ne viendraient pas. Mais ils ont intérêt à être le meilleur de l'équipe, sinon ça marche pas. Et on est très bon là-dedans, donc on peut engager en masse plus facilement. Et on est très strict aussi. On a 1,5%. Donc pour 100 CV, on recrute 1,5 personnes. Voilà. Et du coup, vous faites comment pour avoir autant de personnes qui sont intéressées à travailler chez vous ? Ça dépend des pays. Il y a les stratégies, c'est beaucoup de sourcing. Job posting, job fair, travailler avec les écoles, les universités. On a des programmes. On a le Lab Odoo, par exemple, c'est 3 camions qui vont d'école en école. Tous les jours, ils font une école, ils forment 30 000 étudiants par an, avant même qu'ils arrivent chez Odoo. C'est en Belgique, ça. Donc, on a mis en place toute une série de programmes de relations. On a un Scale-Up, c'est un business game qui s'appelle Scale-Up. C'est une boîte que tu peux acheter sur Amazon. On l'offre à tous les professeurs et les étudiants. On en distribue 50 000 par an. Ou le cours de compta ou de gestion, il peut utiliser ça pour former ses étudiants. Donc attends, une boîte, c'est quoi ? C'est un jeu qui est un business game où tu joues le rôle. Un jeu de société ? C'est un jeu de société. C'est entre le jeu de société et le tutoriel, c'est un peu spécial. Tu joues le rôle d'un entrepreneur et tu dois développer ton business. Et c'est des cartes à jouer et t'apprends les flux d'entreprise en jouant le rôle d'entrepreneur. C'est un jeu de rôle entre. Trop stylé. Et tu fais les actions dans le logiciel Odoo, donc Odoo plus là comme outil que.
et t'apprends, je sais pas, le premier scénario, par exemple, l'achat-vente. Mais du coup, c'est quand même sur l'ordinateur. C'est les deux. T'as un jeu de cartes avec un support ordinateur. D'accord. Et les professeurs utilisent ça dans les cours de gestion pour former leurs élèves. On file ça gratuitement. Ok. Et ça t'apprend des flux. Il y a 7 scénarios. Un des scénarios, par exemple, c'est achat-vente. Donc tu commences par sourcing, tu trouves un bon produit. Tu dois enregistrer ta fiche produit, tu dois l'acheter chez le fournisseur, négocier le prix, recorder ça. Tu as une facture, tu vois le dessin de la facture dans ta carte. Tu dois faire du contrôle de facture, est-ce qu'il m'a bien facturé, etc. On connaît la TVA, etc. Okay. Et puis tu réceptionnes ton produit et tu le livres. Okay. C'est basique, achat-vente. Puis on a un, c'est gestion de stock. Ouais. Tu as tous les barcodes, réception, picking, shipping, colisage, etc. Tu fais avec ton petit téléphone, tu fais toutes les opérations comme si tu gérais un entrepôt. Mais c'est un mix entre carte et ordinateur. Ok. Et du coup, tu lèves des fonds pendant cette période. Est-ce que ça se passe bien avec les personnes qui sont entrées en capital? Est-ce que tu as des problèmes à gérer aussi à ce niveau-là? Est-ce que tu galères à des moments clés à lever des fonds au bon moment? Comment ça se passe, cette partie du business? Alors, moi, j'ai levé en 2010 3 millions et en 2014 7 millions. Ok. 2014 ou 15. Il y a eu des hauts, des bas. Aujourd'hui, c'est top. On a un super board, super investisseurs, mais ça n'a pas toujours été facile. Quelles ont été les difficultés que vous avez traversées? Il y a eu plein de trucs. Ils ont essayé de me virer. Quand on n'a pas de cash, en fait, tu reconnais les bons board members dans les situations difficiles. Ouais. Quand tout roule, c'est facile d'être un board member, c'est facile d'être un investisseur. Mais quand c'est dans la merde et que tu n'as plus de cash et qu'il faut agir, etc., c'est là où tu reconnais les bons. Et les mauvais, généralement, ils paniquent. Okay. Et les bons, ils voient la big picture. Et nous, on a eu quelques difficultés, quelques paniques au board. Ils ont essayé de te virer, il s'est passé quoi? Ils ont essayé de me virer, oui, mais parce qu'ils paniquaient. On n'avait plus de cash. Ils se disaient, on va jamais y arriver, c'est la faute de Fabien. En fait, de toute façon, tu vois, t'es un investisseur, il a le droit de rien dire. Enfin, je suis majoritaire. Hein. Ah, t'es majoritaire? J'ai plus de 50% des parts. Mais comment ils peuvent te virer si t'as plus de 50%? Ils pouvaient pas, mais ils ont essayé. Ils ont essayé. C'est de la pression psychologique. Ou ce que j'ai eu aussi, c'est on n'avait plus de cash. J'avais trouvé de quoi faire rentrer 400 000 € dans la boîte. Et ils ont dit, ah non, on refuse. Pas de rentrée de cash. Mais voici une offre de 2 millions d'euros avec une valorisation toute pourrie, qui était en fait une prise de contrôle de l'entreprise. Donc tu as ce genre de trucs qui sont pas directs, mais qui mettent en difficulté. Et là, c'était de pire fois de ma vie. Alors après, tu te bats avec des avocats, vous pouvez pas. Toi, tu essayes de survivre parce que tu essayes de faire tourner le business, tu dois faire ramener de l'argent, payer les salaires. Puis de l'autre côté, tu as cette pression, ces trucs. Et puis voilà. Et puis là, j'ai eu un déclic. C'est du coq à l'âne, mais. Quel déclic? C'est la première fois de ma vie où, à un moment, je me suis dit, après des mois d'engueulade avec le board, etc., à un moment, je suis rentré, il y en a marre. Il y en a marre de toutes ces conneries. Maintenant, faut arrêter. Faut que je me mette indépendant, que j'en dépende plus de ces gens-là, etc. Je suis rentré chez moi et la nuit, je me souviens très bien, j'ai fait une liste des gens que j'allais virer, des coups que j'allais couper, et des gens que j'adorais. Je me suis fait mal, quoi. J'avais pas le choix, il fallait survivre. Et puis le lendemain, j'ai fait ça, et puis quelques mois après, on est devenu break-even, et j'ai dit, voilà, maintenant, je fais ce que je veux, j'ai plus besoin de cash. Et depuis, on n'a plus levé de fonds. Donc t'as réduit les coûts en te séparant de certaines personnes pour pas avoir à perdre le contrôle de ton entreprise. Pour pas avoir la pression de ceux qui pouvaient amener du cash. D'accord, ok. Et à partir de ce moment-là, du coup, t'es toujours majoritaire aujourd'hui. Oui. Et je pense que tu veux le rester à l'infini. Ok. Psychologiquement, pendant toutes ces étapes, donc tu as eu des étapes difficiles et enfin tu as aussi, je pense, eu des moments assez incroyables parce que ça doit quand même être une aventure assez impressionnante à vivre. Comment est-ce que tu as géré un petit peu, toi, ta psychologie pour passer à travers ces moments difficiles et avancer? Je sais pas. J'ai rien fait de spécial. Je pense que j'ai une aversion au risque qui est hors du commun. T'as une aversion au risque? Une non-aversion au risque qui est hors du commun. T'aimes le risque? Oui, j'ai pas peur du risque. Ouais. J'ai, comme tous les entrepreneurs, je suis super optimiste. Je crois toujours qu'on va y arriver. Et on y arrive à chaque fois, donc j'avais raison, mais je sais pas si c'est de l'optimisme ou et t'as besoin de ça, t'as besoin d'être optimiste. Et ça, c'est vraiment naturel, tu l'as jamais travaillé, que ce soit l'aversion au risque, enfin, du coup, le j'ai goût pas du fait risque. l'effort sur moi-même, c'est peut-être venu naturellement, ça je sais pas, mais. Et à quoi, sur quel truc, du coup, t'as dû faire des efforts sur toi-même?
Non, moi j'ai vécu ça le nez dans le guidon en fait. Ok. Tu te focalises sur ce que tu as à faire, etc. Mais t'as jamais eu de gros jamais introspection de moi-même, j'ai jamais vraiment. T'as jamais eu de gros apprentissages, de gros changements de comportement ou de manière de penser que t'as dû non, effectuer. moi j'ai vécu ça comme une évolution continue. Ok. Ouais. C'est quoi les gros apprentissages que t'as eu du coup? Il y a plein de trucs. Alors vas-y, ça m'intéresse. Entre le moment où t'as plus de cash et la faillite, il y a 2 ans. Ok. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais t'as 2 ans. Ok. Au début, je croyais que tu vois, t'as plus de cash, c'est la fin, etc. Non, il y a le temps. Tu peux repousser les fournisseurs, les charges sociales, tirer sur la corde par-ci, par-là. Tu peux facilement tenir 2 ans. Ok. Et donc, t'as plus de temps que tu crois. Maintenant, 2 ans, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire, si généralement, quand t'as plus de cash, c'est que le business marche pas. Mm-hmm. Si le business marche pas, il faut pivoter. Pour pivoter et le faire bien, etc. 2 ans, c'est quand même court, quoi. Mm. Ce que j'ai appris, c'est les échecs, on s'en fout un peu, en fait. Il faut pas avoir peur. Ce qui compte, c'est les gros succès. On doit avoir plus peur de ne pas faire des gros succès, des gros step forward, que de faire des erreurs ou des échecs. En tout cas, dans mon business. Nous, la force d'Odoo, c'est qu'on a tout le temps avancé. Tout le temps innové, tout le temps des grosses disruptions et on en est là aujourd'hui. Et au passage, on a fait plein d'erreurs. Mais en fait, les erreurs, quand tu regardes, voilà, on a fait avec, quoi. Par contre, les succès, on n'aurait pas pu faire sans. Et c'est quoi, du coup, les erreurs que vous avez faites et parfois, c'est les mêmes que les succès. Okay. Une de mes plus grosses erreurs, c'est un changement de prix. Okay. Et il était tout pourri. Quand on a changé le prix, le réseau de partenaires nous en a voulu. Il y en a plein qui sont partis. Vous avez augmenté ou baissé on a changé la formule. C'était nombre d'utilisateurs fois le nombre d'applications que tu utilises fois un prix. Okay. Et donc ça monte, plus tu utilisais d'app, plus tu payais cher, ce qui paraît bien, plus tu as de la valeur du logiciel, plus tu es prêt à payer pour. Ouais. Mais le prix montait trop fort. Okay. Et donc on a eu un backslash avec le réseau de partenaires, les clients, etc. Ouais. Je crois qu'on a perdu 1 an de croissance peut-être dans cette histoire. Okay. Parce que quand tu travailles avec un réseau, tu peux pas changer de prix tous les mois. Tu dois les éduquer, les former. Et puis après 3 mois, tu te dis merde, on a peut-être fait une erreur. Parce qu'au début, tu insistes, tu crois que c'est juste la résistance au changement. Ouais. Et après, un de nos meilleurs succès, c'était un changement de prix qu'on a fait il y a 2 ans. Okay. Donc tu vois l'échec du changement de prix. On faisait des changements de prix tous les ans. Il y a 10 ans, tous les ans, on faisait un changement de prix on tâtait. Ouais. Mais en fait, ces échecs-là nous ont appris. Après, on a appris à force de changer. Et le dernier qu'on a fait était une des meilleures opérations qu'on a faites. Du coup, c'est quoi que tu as fait différemment? Le dernier, juste au moment où l'économie s'écroulait un petit peu, il y a 1 an et demi, on a diminué nos prix. Okay. Il y avait de l'inflation, tout le monde cherchait à augmenter ses prix. On l'a vachement diminué. Et on l'a fait de manière assez forte. Avec maintenant, on a un prix très simple, c'est 19,90 pour toutes nos applications par utilisateur. Et ça a foutu les boules parce que quand on a changé ce prix, tous nos clients, il y a pas mal de nos clients existants, on a dû descendre leur abonnement. Ouais. Donc du jour au lendemain, une perte de 10 millions d'euros de revenus. Ouais, mais on y croyait, on l'a fait. Et en fait, maintenant, le nombre de nouveaux clients est tellement plus grand que ça c'était justifié, quoi. Ok, incroyable. Tu parlais plutôt du fait que tu t'étais intéressé aux innovations dans le management, etc. C'est quoi, du coup, les gros trucs auxquels tu essaies de penser quand tu gères un business? Alors, ça dépend des phases. Au début, tu es très produit, opération. Puis quand tu arrives entre 50 et 200 personnes, ton focus devient les middle managers. Parce que la culture, c'est plus toi. Au début, la culture, c'est toi. Puis ça devient les middle managers, donc beaucoup de formation, beaucoup... Et maintenant, là où je suis, c'est beaucoup de la communication. Tu vois, CEO, je dis que c'est Chief Explanatory Officer. Quand tu as 4000 personnes, c'est plus toi la culture, c'est les middle managers, c'est l'ensemble des gens qui prennent des décisions. Donc c'est s'assurer que tout le monde est bien aligné, que y a un gros focus de toute la boîte. Donc c'est beaucoup de communication. Et après, la culture d'entreprise joue beaucoup aussi. Ça, c'est un truc, par exemple, nous, j'ai écrit un bouquin il y a 10 ans sur notre culture d'entreprise. Ça s'appelle le Survival Guide for Doers. Et en fait, ce bouquin, il nous a drivé les 10 années. On a une super culture et je pense que le bouquin a joué pour beaucoup. Ok. Ce serait quoi tes conseils aujourd'hui pour quelqu'un qui veut lancer son premier business? Et j'en ai 2. Un, c'est just do it. Okay. Enfin, c'est tellement de gens qui pensent et en fait, tu dois pas attendre d'avoir l'idée, tu dois pas avoir moi, l'idée, elle est venue après 10 ans, quoi. Juste de démarrer, de faire des trucs, t'apprends tellement... tu soulèves des opportunités que ça va être suffisant pour démarrer. Mon deuxième, c'est d'utiliser Odoo. Mais c'est vrai, je dis pas ça pour faire le commercial. Mais moi, si j'avais utilisé Odoo tel qu'il est aujourd'hui,
quand j'étais petit, j'aurais gagné mais plein d'argent et plein de temps. Je t'explique. Quand j'étais seul, ou même 2-3, moi je déteste l'administratif. Envoyer des factures, envoyer des relances, et tout ça, ça me faisait transpirer tellement j'aimais pas. Et du coup, je le faisais pas bien. J'envoyais mes factures avec 2 mois de retard, 1 mois de retard. J'avais toutes mes notes de frais, restaurant, j'ai oublié de les refacturer, parce que j'étais mal organisé. Et puis les relances, les gars qui payaient pas, je faisais en retard. Maintenant, tout ça, c'est réglé, quoi. La facture, si tu appuies sur un bouton, ça part tout seul. La banque, elle est connectée, donc s'il faut faire des follow-up, ils partent tout seul. Même si tu les veux papier, on les imprime pour toi, ça part tout seul. Quand t'as tout ça et que t'oublies pas de facturer, toutes tes notes de frais sont refacturées au client, toutes tes relances sont faites tout de suite, c'est un game changer. Hein. Et moi, j'ai souffert de cash dans mes premières années, alors que j'avais des factures en retard, des clients que j'avais oublié de facturer. C'est pas normal, j'aurais pas dû avoir ça. C'est quoi, du coup, tes gros focus avec Odoo en ce moment ? C'est toujours le produit. Ok. Vous développez quoi ? Alors, plein de trucs. Toutes nos apps, on les développe. Le gros challenge, je dirais le nouvel entrant, c'est tout ce qui est website, e-commerce, la partie web. On fait ça depuis longtemps, mais on n'est pas le premier sur le marché. Alors que sur les autres apps, on a gagné. Alors bon, e-commerce, ça me concerne un petit peu. C'était mon premier business, je m'y connais, enfin mon deuxième business. Je m'y connais pas mal. Il y a énormément de personnes qui suivent la chaîne et qui sont des e-commerçants, etc., qui ont des sites e-commerce. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer pour les e-commerçants ? Alors, on l'a créé depuis longtemps. Maintenant, il faut craquer le marché. Ok. Donc, Odoo, on a 2 apps qui sont vraiment cool. Un, c'est le Website Builder. Donc, c'est un peu à la Squarespace Wix. Tu drag and drop, tu crées tes pages. Et n'importe quel entrepreneur peut faire son site. Donc, sans avoir à coder, tu peux créer un site en choisissant avec de l'IA, sections. tous tes contenus arrivent tout seuls, Okay. tes photos. C'est vraiment nickel. Avec un focus entrepreneur. Tout ce que tu as besoin, les job pages, les événements, la vente en ligne, tout, prendre rendez-vous pour la consultance, tout est déjà dedans. Ok. Et le deuxième, c'est l'e-commerce, pour les boutiques. Et là, en fait, on a un produit qui, je pense, aujourd'hui, mais depuis 1 an, on va dire, est supérieur à tout ce qui existe sur le marché. C'est juste que personne ne connaît et c'est que le cas depuis 1 an. Okay. Parce qu'on est nouveau, on est nouveau, ça fait quand même 5-6 ans qu'on le fait, mais notre produit a encore une base installée faible. Donc là, il faut qu'on craque ce marché-là. Ok. C'est quoi votre plan ? Alors, votre objectif ? Comment vous le faites ? Comme d'hab, le meilleur produit. Ok. Moi, je crois vraiment en un truc, c'est quand tu as le meilleur produit, je sais pas si ça prend 1 an, 5 ans, 10 ans, mais tu gagnes. Le meilleur produit drive tout. Alors, je vais t'expliquer comment on va faire le meilleur produit. Ok. Si tu regardes cet écosystème, tu as 3 types de players. Tu as les e-commerce, Shopify. Super e-commerce, ça marche bien, etc. Mais Shopify, il n'a pas un bon website builder. Tu es presque obligé de demander à une marketing agency si tu veux des pages un peu bien faites. Tu peux pas drag and dropper toutes tes pages comme tu ferais dans un Squarespace ou un Wix. Et puis tu as Wix ou Squarespace, super bon website builder, e-commerce shitty, mais c'est pas open source. Dès que tu veux faire un peu de custo, t'es bloqué. Et puis tu as WordPress ou PrestaShop, etc. Ouais. Leur valeur, c'est pas aussi bon en e-commerce que Shopify. C'est pas aussi bon en website builder que Wix, mais leur valeur, c'est d'être open source. Ouais. Si tu veux un truc un peu bien travaillé, tu pourras toujours tout faire. Tu as des modules communautaires partout, un énorme écosystème, c'est génial. Ce qu'il n'y a pas, c'est quelqu'un qui a fait les 3. Un e-commerce top du top, comparable à Shopify, un page builder meilleur que Wix et Squarespace, et full open source. Et je crois qu'en mettant les 3 sur le marché, ça fait une offre unique qui est suffisamment bonne que pour aller grappiller une bonne part de marché. Et selon, du coup, vos... t'as déjà répondu en partie à la question, mais selon vos analyses, tu m'as dit que vous étudiez un petit peu le marché, vous regardiez vos clients potentiels, qu'est-ce qui était intéressant pour eux. C'est quoi en fait les features, les différents trucs du logiciel que vous avez découvert qui étaient intéressants et très importants pour les e-commerçants ? Pour l'e-commerce, alors la première, elle est débile, gratuit. Okay. La première, c'est tu fais ton site avec ton nom de domaine, sans publicité, gratuit. Okay. Ça, c'est la première des features, c'est super important. Parce qu'un entrepreneur qui démarre, il sait pas par où démarrer, il veut faire son free trial, démarrer tout de suite et garder son site. Si c'est gratuit, ça a une grosse valeur. Ça enlève une barrière à l'entrée. Ouais. Après, c'est l'ergonomie. Il faut que ce soit hyper simple. Il faut que je puisse créer moi-même ma page, drag and drop, qu'elle me parle. Si je suis dans un business de nettoyage de chiens, je vais avoir des contenus de nettoyage de chiens parce que les gens ne savent pas écrire du bon contenu. Donc il faut l'IA qui arrive, les photos qui arrivent et tout ça dans le même produit. J'ai pas envie de chipoter avec 5 produits différents. Et puis tu as tout ce qui est advertising qui doit être intégré. Et nous, on a une feature de plus. Alors ça, c'est plus pour les plus grands que les entrepreneurs. C'est intégré avec tout le reste. Donc on a, si tu as un magasin, tu as Odoo point de vente. Et les 2 sont intégrés, le même stock et tout. Tu veux faire des vendeurs par téléphone, tu mets la CRM.
Tu veux intégrer avec ta compta pour envoyer facture, c'est intégré avec ta compta. On a l'avantage d'avoir simplement une bonne gestion de stock. Tu vois, des Shopify, par exemple, ils te font pas de bonne gestion de stock. T'as pas de gestion de stock. C'est basique, quoi. Dès que tu grandis un peu, t'as besoin de gestion d'emplacement, multi-warehouse, tout ça, t'as rien. Ils ont pas de gestion de taxes correcte. Dès que tu vas dans les spécificités des écotaxes, des TVA, ils font pas. Tu dois customiser, utiliser des plugins. C'est compliqué, quoi. Nous, on a un module de compta qui fait tout. Dans 160 pays. Donc tout ça out of the box. L'accès à votre écosystème, en fait. L'accès au écosystème, le lien avec les apps, et puis une super ergonomie et les avantages des 3 players. Et du coup, c'est gratuit. À partir de quel moment quelqu'un devra payer, du coup, s'il est e-commerçant ? Ouais, donc le modèle d'Odoo, c'est pas que pour l'e-commerce, c'est pour tout. Ouais. Une app est toujours gratuite. Okay. Tu veux l'e-commerce, c'est full gratuit, il n'y a rien de caché, quoi. C'est vraiment gratuit à fond. C'est-à-dire ton e-commerce, tu vas avoir tes modes de paiement, on va pas prendre un pourcentage comme Shopify. Ouais. Tu vas avoir ton nom de domaine, on l'offre même, on le paye nous et on te l'offre. Ah ouais. Vraiment tout gratuit. Mais c'est pareil pour tout, c'est une app gratuite, c'est-à-dire tu veux un logiciel de compta, c'est gratuit. Tu veux une CRM, c'est gratuit. Tu veux une gestion des ventes et tout ça pour faire tes devis, c'est gratuit. Nous, on fait payer que quand tu as 2 apps. Si tu dis, voilà, mon e-commerce, il tourne super bien, maintenant j'ai besoin d'un entrepôt, le lien avec ton e-commerce entrepôt, tu vas installer une deuxième app et là, ça va être 19,90 €. Et après, tu peux en ajouter autant que tu veux, ça restera... Et après, pour 19,90 €, t'as tout. Ok. Ah ouais, super. Et là, ils y vont, là, ils rajoutent du HR, du marketing, pour booster l'offre, quoi. Ok, incroyable. C'est quoi, du coup, tes objectifs pour les 5, les 10 prochaines années ? Moi, en fait, c'est même mon rôle, puisque moi, je fais pas trop le day-to-day, c'est de m'assurer que la boîte ait encore 50% de croissance dans 3 à 5 ans. Okay. Tous les ans. Et c'est mon objectif chiffré. Après, je travaille pas beaucoup par objectif, mais je pense qu'on est capable de garder 50% de croissance dans encore quelques temps. Ok. Ça va vite, hein. Ouais. 4 000, 6 000, 9 000, 13 000 employés. Ouais. Tu vois, ça va vite, quoi. Ouais, c'est pas facile. 50%. Aujourd'hui, du coup, vous êtes dans plusieurs pays, vous avez des bureaux dans plusieurs pays ? Ouais. Vous êtes dans combien de pays ? On a, je sais même pas, 14 pays. 14 pays, ok. Et donc, toi, t'es CEO, Chief Explanatory Officer, comme tu l'as dit avant. Et ensuite, ta structure de ta boîte, comment tu l'as structurée, du coup, pour gérer autant de personnes et autant de produits différents ? C'est assez classique. Donc, il y a un comité de direction. On est 4. C'est assez light comme ça, structure. Et puis, il y a des directeurs par filiale. Et puis, filiale, c'est quoi ? C'est un pays ou c'est il y a un directeur pour les États-Unis, un directeur pour l'Inde, un directeur pour le Mexique, un pour Dubaï. Et en général, c'est par région. C'est-à-dire, celui qui est à Dubaï, il gère tout le Middle East. Celui qui est aux États-Unis, il gère toute l'Amérique. Enfin, maintenant, on a et Mexique, l'Amérique latine et le reste. Okay. Et puis, on est assez flat. C'est pas flat, mais la hiérarchie est assez basse, quoi. C'est-à-dire, en dessous d'eux, il y a peut-être 2 niveaux maximum. Et donc tu as ces directeurs de filiales, mais après, le produit, j'imagine que c'est plus ou moins le même, peu importe le pays. Donc, comment est-ce que vous gérez toute cette... Donc, si tu regardes la structure d'Odoo, elle est super simple. J'oublie les fonctions support type HR, compta, etc. Mais en gros, c'est 1 tiers recherche et développement R&D, 1 tiers service, 1 tiers commercial. Ok. Donc, il y a ceux qui construisent le produit, 1 tiers de nos efforts. Ceux qui le vendent, 1 tiers. Et ceux qui font le service, 1 tiers. Et en général, quand on parle de commercial, d'avoir un département sur la vente, etc., et qu'on parle de B2B, c'est parce que y a des produits qui sont chers à vendre. Donc voilà, on peut avoir des commerciaux qui appellent les gros clients, etc., et c'est rentable. Là, du coup, comment est-ce que vous fonctionnez avec un modèle où le maximum que vous pouvez tirer d'un client, c'est 20 balles par mois ? Par user, hein. Ouais, par user. Ok. On a des clients à 1000 users, t'es à 20 000. Okay. Mais ça reste peu, t'as raison. D'abord, on peut pas faire d'autres bandes. On peut pas nous démarcher, ce serait trop cher. Ouais. Heureusement, on fonctionne à bouche-oreille, donc tout est inbound. On a plein de gens qui nous demandent et on répond à ces gens-là. Ok. On a quand même de l'ordre de 1500 commerciaux. Hein. Dans ces 1500, ils sont séparés en 2. On a la vente directe. Ça, c'est les petits clients, on les prend en direct chez nous parce qu'ils veulent pas acheter de service. Et les clients qui ont besoin de service, ils vont travailler avec notre réseau de partenaires, qui sont des boîtes qu'on a créées c'est des partenaires, c'est pas nous besoin de service, besoin d'intégration ou de customisation. Si c'est une boîte un peu plus grande, au-dessus de 30-40 personnes, même 20 déjà, tu vas vouloir qu'on te coach, qu'on te forme, qu'on importe tes données. Tu as peut-être tes données dans Xero, Trello, Mailchimp, je sais pas quoi, et je vais récupérer tout ça et mettez-moi dans une base de données. Ouais. Et donc tu vas demander à quelqu'un qui va te faire ce service. De formation, de config et parfois il y a du développement spécifique aussi. Donc vous avez les leads inbound et en fait vous les redonnez
derrière soit on les vos donne aux partenaires pour les plus compliqués en termes de service, soit si c'est des gens des petites PME, moins de 40 personnes qui veulent du out of the box, parce qu'on sait tout couvrir en out of the box pour les petits, là on va le faire en direct. Parce que nous, on cherche pas à vendre du service. Mais il y a quand même besoin de service, donc on a quand même une équipe service. C'est juste qu'on fait le minimum. C'est-à-dire on arrive à les implémenter, une boîte de 20 personnes à 25 heures de service. 50. Si c'est compliqué, si c'est simple, une CRM, ils font eux-mêmes. Ça a été quoi les autres donc tu m'as parlé de ce modèle avec l'open source, ce focus sur le produit. Quelles ont été les grosses innovations qui vous ont permis d'avoir ce succès? Je pense qu'il y a la qualité technique du produit, elle est clé. C'est tout ce qui est framework, etc. Comme c'est super clean, on refactorise en permanence en fait. On développe pas beaucoup on développe des nouvelles fonctionnalités bien sûr, mais on passe beaucoup de temps à recleaner ce qui existe déjà. Et du coup, l'évolution de tout le reste est plus rapide. Tu parles de quoi la base, tu parles de frame, tu parles de... La base, nous, c'est en Python, c'est le serveur qui fait tout tourner, les modules Odoo, plus la compta qui est assez centrale. Et donc le back-end plutôt? Le back-end. Okay. Et le front-end aussi, l'interface utilisateur. Comme elles sont vraiment, vraiment clean, ça va très vite de développer de nouvelles applications sur Odoo. Donc avoir pas de dette technique, donc vraiment un produit qui est bien pensé, qui est logique. Qui est... Après, comme tout produit, il évolue. Et donc la dette technique, elle grandit. Mais on refactorise en permanence. Et comme ça, on garde quelque chose d'hyper clean. Même aujourd'hui, après 20 ans, ça fait 20 ans qu'on fait le même produit. Avec des centaines de développeurs, on a un produit qui est vraiment clean. Et comment est-ce que tu fais justement quand tu as autant de personnes différentes qui travaillent sur un produit pour éviter que chacun fasse un peu à sa sauce et que tu aies un truc pas du tout cohérent? Alors le framework aide, il structure un peu chaque application et comment elles interagissent entre elles. Mais après, on a des équipes par application. Donc on a une équipe qui fait la compta, une équipe qui fait le site web, une équipe e-commerce, une équipe signature électronique de documents, une équipe pour la gestion de caisse. Et donc elles sont un peu dans leur monde, quoi. Donc aujourd'hui, t'as une énorme boîte. Je pense que t'as énormément d'employés, t'as réussi à aider énormément de PME, etc. Qu'est-ce qui te pousse à continuer? La même chose. Je crois vraiment qu'on a beaucoup à apporter au développement des entreprises, qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui souffrent de ne pas avoir les outils. Que le taux d'équipement en PME il est rien, quoi. Les gens qui ont tout intégré, il est même pas 5%, quoi. Dans les petits, les gros c'est différent. Et t'as aujourd'hui un entrepreneur qui veut faire une campagne marketing, envoyer des emails avec un site, il sait pas par où démarrer. Alors que s'il avait une bonne plateforme, c'est 2 clics, je fais ma landing page, j'envoie mes mailing, c'est facile. Mais quand t'as pas, tu dois aller trouver un gars qui va t'installer un truc, tu vas le connecter avec ton site, ça va être compliqué, quoi. Et donc je crois vraiment qu'on a énormément à apporter aux entreprises et aux gens qui travaillent dans ces entreprises en particulier. Ok, incroyable. Question bête, mais ça fait quoi d'être milliardaire? Rien. Mais je suis pas milliardaire comme les gens pensent. J'ai pas des millions sur un compte, quoi. J'ai même pas 1 million, j'ai même pas. Tu vois, j'ai une petite voiture, j'ai pas de maison, je vis dans la maison de ma femme. Ma richesse, c'est la société. Donc j'ai juste des parts dans Odoo, mais comme je souhaite pas les vendre, ça se transforme pas en cash. Et d'ailleurs, c'est l'inverse. Dans toutes les précédentes opérations, j'ai acheté des parts. J'ai essayé de regrappiller des parts aux investisseurs. Donc t'es all-in dans ta boîte, t'as pas sorti de... Non, c'est l'inverse, je me suis même endetté pour racheter des parts de ma boîte. Et pourquoi du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi alors que tu as une boîte qui vaut autant, pourquoi je travaille? Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu vends pas une partie de tes parts? Tu lèves un petit peu le pied, tu fais un tour du monde, etc. Est-ce que c'est des choses qui sont passées par ta pensée ou alors vraiment pas du tout? Mais tu vois, aller craquer un marché, aller péter un Shopify et faire quelque chose de vachement mieux, ou un SAP, à l'époque je l'ai fait pour SAP, avoir des millions d'utilisateurs qui sont contents, c'est génial, c'est excitant. À côté de ça, j'irais faire quoi à la plage? Je m'emmerderais, quoi. D'ailleurs, une vacance sur 2, je vais pas avec ma famille, ils vont tout seuls parce que moi j'aime bien travailler, j'adore ce que je fais. Et donc j'ai rien de mieux et rien de plus impactant dans le monde que je pourrais faire qu'Odoo. Odoo a vraiment un énorme impact en millions de personnes, game changer pour leur vie au travail. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que ça? J'ai rien, quoi.
Donc je continue là-dedans, je m'éclate. Je vois tout à fait. J'ai les mêmes réflexions, mais ça me fait marrer de poser la question quand même. Quand on aime, c'est quand même cool. Voir comment tu réponds. Mais oui, quand tu te rends compte qu'en fait, ce que tu kiffes le plus, c'est avancer dans ton business, t'as pas besoin de prendre de vacances. Ouais. À fond, à 100%. T'as travaillé énormément, du coup, pour faire fonctionner ces business-là. T'as dû faire beaucoup de sacrifices. Est-ce que ça en valait la peine et pourquoi? Ah ouais. Pourquoi? Le résultat, quoi. Ouais. 12 millions d'utilisateurs heureux, enfin, il y en a peut-être qui sont pas heureux, mais la plupart. Et puis un actif, 4000 emplois. Alors, il y a un truc qu'il faut aussi comprendre, c'est... Donc, on a 4000 employés, mais l'écosystème Odoo, les gens qui vivent d'Odoo, c'est-à-dire qui sont payés pour faire du développement, de la consultance ou vendre le logiciel chez nos partenaires et notre communauté, c'est 200 000 personnes. Wow. Donc, on a créé 200 000 emplois directs. Direct, dont le métier, c'est de travailler sur Odoo. Je parle pas des utilisateurs, je parle de ceux qui revendent le produit. C'est cool, quoi. Tu te dis, évidemment que ça en vaut la peine. Si moi j'ai galéré 5 ans pour que 200 000 emplois ont été créés, ça vaut la peine, quoi. Ouais, à fond. Toi, tu ferais comment aujourd'hui si tu perdais tout Odoo? Tu devais repartir vraiment de zéro. Voilà, t'as tout qui est dans Odoo, t'as rien sorti. Odoo crash, on sait pas pourquoi. Tu peux pas récupérer tes employés, tu peux pas récupérer ton code, tu peux rien faire. Tu vas vraiment repartir de zéro. Qu'est-ce que tu fais? Je recommence. Et en fait, c'est cool, je pourrais même redévelopper là. C'est ce que j'aime bien. Ouais. Aujourd'hui, tu développes plus? Plus beaucoup. Ok. Je fais quelques jours par an, mais pour m'amuser. Ouais. Et donc, du coup, tu recommences quoi? Alors ça, je sais pas, j'ai jamais réfléchi. T'as pas des petites idées de business comme ça que tu te dis, bon... on en a plein, mais le truc, c'est que Odoo fait tellement de choses. Ouais. Tu vois, on est dans la gestion d'un magasin, le marketing, les ressources humaines, les sites web, l'e-commerce. On fait tellement de choses que de l'IA, que toutes les idées bonnes qu'on a eues, on les a mis dans le produit, quoi. Ok, donc t'as aucune autre idée que tu peux pas faire, que tu pourrais balancer là pour les gens qui nous regardent? J'en avais une, ou des trucs peut-être un peu moins ambitieux. Okay. Ah oui, ou alors moins... Non, je sais pas, j'ai pas... Je pense pas à d'autres choses. Ok. Investissement, t'investis pas? Zéro. Ok. Je participe à aucun board, j'investis dans rien. J'essaie de rester focus. Ok. Et en termes de ressources, en termes de livres ou de personnes que t'écoutes, comment t'as essayé de te former au fur et à mesure des années? Alors moi, je lis beaucoup. Ok. Je rencontre pas beaucoup de gens, mais je lis beaucoup. C'est quoi ton top 5 livres qui Top 5, Never Split the Difference. Ouais. Sur la négociation, c'est vraiment cool. The Art of Strategy, sur la stratégie au sens large, ça va de la négo à la prise de décision, etc. Vraiment cool. Okay. C'est qui a écrit ça? Je sais pas qui est l'auteur. Okay. The Art of Strategy, vraiment. Ok, j'ai regardé. Un qui est bien, c'est Style, Lessons in Clarity and Grace. C'est un livre sur bien écrire. Ok. Et c'est pour moi un des livres les plus impactants que j'ai lu. C'est juste bien écrire. Et t'écris du coup... Ça s'écrit Style. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de ça pour écrire des mails, tout le temps, etc. quand tu communiques, quand tu écris des mails, simplement être to the point, convaincant, etc. C'est vraiment important, quoi. Ok. Quoi d'autre de sympa? J'aimais bien The Hidden Life of Trees. C'est rien à voir, d'habitude je lis pas des livres comme ça, mais c'est sur les arbres. D'accord. Ouais, voilà. Et comment tu découvres justement des livres vu que tu lis beaucoup? C'est beaucoup, tu vois, je lis Hacker News, des gens qui en parlent. Hacker News, ouais. C'est un forum? C'est un forum, ouais. Okay. Ou parfois, si j'ai vraiment plus d'inspiration, je vais dans le top de Amazon, quoi. Ouais. Et tu regardes des vidéos sur YouTube, tu regardes aussi un peu du contenu sur Internet, tout c'est principalement mais pas beaucoup. Ok. Non, pas beaucoup. Ok. Pour les gens qui nous regardent aujourd'hui et qui n'ont pas encore de business, mais qui ont déjà un business, mais n'arrivent pas à le faire décoller assez, c'est quoi pour toi les conseils que tu aurais à donner vers ces personnes qui peut-être font 5 10 000 euros par mois, mais sont plus ambitieux et ont un peu de la peine à scaler? En fait, lire ou bien aller rentrer dans un écosystème, je crois que ça aide pas mal. Okay. Ça aide à avoir ton cerveau complètement focus sur ton truc. Je pense que si t'es vraiment focus sur ton business ou sur quoi, ça aide beaucoup. Il faut être obsédé, quoi. Ouais. Il faut être tout le temps à réfléchir et donc être en permanence soit avec des gens, soit à lire, soit concentré là-dessus, ça aide pas mal.
Tu vois que si tu restes bloqué, c'est un truc on the side, quoi. Si donc, t'es vraiment focalisé, tu trouveras quelque chose à un moment donné. Peut-être pas tout de suite, mais... Ouais, ok. Et de manière plus générale, c'est une question que je pose à chaque interview. Tu y réponds comme tu veux. Mais c'est intéressant de voir les différentes réponses. Tout simplement, comment devenir riche? Moi, je pense que c'est pas un objectif. Ok. Je pense que c'est un byproduct. Ok. Moi, après, je sais pas si on peut considérer que je suis riche ou pas, mais si je le suis, c'est juste parce que j'ai fait une bonne boîte. Mais mon objectif a toujours été de faire une bonne boîte. Ok. Donc moi, je pense pas que ça doit être l'objectif. Ok. Tu dois créer de la valeur, faire un truc utile, faire un truc que les gens aiment bien, et puis le reste viendra tout seul. Et comment tu sais que ton truc va être utile et que les gens vont aimer ton truc? Tu le vois, hein. Tu vois quand les gars viennent te dire oh, c'est dément, ça a changé ma boîte. Toi, tu optimises pour ça. Le feedback, quoi. Ouais. T'essaies d'avoir le plus possible de personnes qui kiffent ton produit, c'est ça ton objectif en fait. Ça, alors moi, je suis pas fort en contact avec les clients. Ok. Donc moi, je suis très focus produit. Ok. J'adore le produit et donc j'ai envie de le rendre toujours mieux, quoi. Rajouter une fonctionnalité super cool, rajouter un truc le rendre un peu plus simple, ce genre de choses. Okay. Plus tôt, tu nous as parlé du fait que quand ta boîte a commencé à vraiment grandir, tu as dû te focaliser sur la culture. Comment est-ce que tu as abordé ça? Donc moi, il y a des choses qui... En fait, la culture, au début, c'était moi, quoi. Okay. Tu vois, quand t'es 10 personnes, c'est comment tu interagis avec chacun, c'est toi la culture. Donc au début, c'est facile, elle est à ton image. Mais après, tu grandis, c'est plus toi, c'est tous les middle management. Donc là, le challenge devient de comment je vais inculquer ça aux autres. Donc c'est beaucoup de formation, d'être intransigeant aussi, de pas accepter que quelqu'un dévie, quoi. Alors moi, ce que j'ai fait de bien, j'ai écrit un livre sur la culture, je l'ai formalisé. Et tous les nouveaux collaborateurs qu'on a engagés, ils l'ont lu, ils le reçoivent en fait. Et puis, peut-être pour aller en détail sur ce qu'on fait dans la culture, au niveau people en tout cas, ce qui est très important pour moi, c'est l'autonomie, les responsabilités et l'évolution. Alors, je pense que toutes les boîtes disent ça. Hein. Mais on le fait vraiment. Mais nous, c'est vrai. C'est-à-dire, on donne énormément d'autonomie. Tout le monde peut décider. Il y a déjà une règle. Si ton manager n'est pas là, tu peux décider. La responsabilité, on pousse les gens à en prendre. Très vite, un nouveau chef de projet qui doit implémenter une PME, transformer l'entreprise, il est responsable seul sur son projet. On ne met pas des équipes de 3. Et l'évolution, on a plein de choses en place pour que les gens évoluent très vite. Ok, et donc dans ton livre, tu parles de ces 3 trucs principalement? Ça et d'autres choses. On explique plein de choses. La carrière chez Odoo, ce que tu peux on définit ce que nous on attend de toi en tant qu'employé, ce que toi tu peux attendre de nous en tant qu'entreprise. On explique comment est ton middle manager, comment ton team leader, ce qu'on attend de lui. On explique comment on forme les team leaders. On explique tout ça qui constitue un peu la culture. Et tout ça, comment t'as appris tout ça? Sur le tas. Okay. Progressivement, on a fine-tuné. Okay. Et le fait de l'avoir formalisé, c'était cool parce que d'année en année, on le fine-tunait. C'est pas juste ma tête, quoi. Il y a eu un matériel, on a tous travaillé dessus et ça s'est amélioré. Ok. Et donc, quand t'es allé en Inde, est-ce que t'as aussi dû travailler sur la culture, étant donné que c'est une culture très différente? Est-ce que ça a été aussi un de tes focus à ce moment-là ou c'était principalement adapter le produit? Alors, le truc qui est incroyable, c'est que moi je voyage pas beaucoup. Il y a plein de filiales que j'ai pas vues. Genre Dubaï, ils sont 300. J'ai été il y a 2 semaines pour la première fois. Donc j'ai pas trop voyagé dans les filiales. Je l'ai fait certaines, mais pas toutes. Et à chaque fois que j'y vais, je suis impressionné à quel point ils sont complètement alignés avec nous. Donc on a fait quelques trucs qui ont été des succès et qui ont fait que cette culture, même à distance, est restée. Par exemple, y a ce bouquin. Mais on a fait aussi d'autres choses. Comme on n'engage jamais de manager, tu vois, si tu prends un manager expérimenté, il va venir avec ses habitudes. Ouais. Et voilà, c'est peut-être très bien, mais c'est pas les tiennes, quoi. Et nous, c'est que de la promotion interne, de par le bas. On fait monter que les meilleurs. Ça a permis de perpétrer cette culture. Tous les bureaux qu'on a ouverts, c'était des gens qui venaient de Belgique, ou alors de notre second de San Francisco, mais des gens qu'on a vraiment formés. Puis après 3-4 ans, on leur dit va ouvrir une boîte. Donc la culture est vraiment bien restée dans le groupe, quoi. Partie de la culture, il y a un truc qui est vraiment important pour moi, c'est comment tu choisis tes team leaders. Okay. Ça a un impact de fou. Okay. Et alors, et quelles sont leurs responsabilités? Et en fait, chez nous, moi, j'aime pas tout ce qui est management et tout ça en général. Je trouve que c'est un mal nécessaire. Okay. Et donc, ce qu'on définit, nos team leaders, on leur donne pas de planning, pas de budget, pas de responsabilité de recrutement, de licenciement, rien d'administratif, pas de reporting. Ils ont rien de tout ça à faire. On leur dit ton seul rôle en tant que team leader, c'est que tu as une équipe, c'est qu'ils deviennent meilleurs. Ton seul rôle, c'est tu les apprends à devenir des meilleurs vendeurs, des meilleurs développeurs.
et tu passes du temps avec eux, tu les formes, tu les coaches, mais c'est ça ton rôle. Le reste, planning, budget, reporting, management, on n'en veut pas. Et ça a beaucoup contribué aussi à la culture. Il y a le fait de ne pas avoir de politique aussi, ce genre de choses, quoi. Ouais. Du coup, comment tu fais pour passer de la stratégie à des actions concrètes pour chaque département et avoir un truc cohérent si t'as pas de reporting et t'as pas de cascade? Alors, l'avantage, c'est qu'on utilise Odoo. Okay. Donc les chiffres, on les a. Tout est dans le système. Okay. On a une base de Linux facile d'avoir des chiffres sur un peu tout, sur l'efficacité du recrutement, des services. Et on veut juste pas que les team leaders perdent du temps à ça. Okay. Je crois qu'on gère pas les gens avec des KPI et on leur explique, vous gérez pas les gens avec les KPI, ça marche pas. Mais par contre, vous vous asseyez à côté d'eux et vous les coachez et voilà. Et vous les évaluez parce que vous bossez avec eux, pas parce que vous avez quelques chiffres sur eux, quoi. Et donc, quand tu bosses avec les gens, tu les connais et donc tu sais les évaluer facilement. Ok. Donc, un de tes gros derniers challenges, du coup, c'était l'Inde. Est-ce qu'il y a d'autres trucs assez intéressants qui se sont passés là-bas Ah, c'est incroyable. Moi, j'adore. Alors, il y a des avis partagés. Il y en a qui aiment pas. Il y en a qui adorent. Ça dépend comment on le regarde. Mais c'est une mentalité là-bas qui est juste entrepreneuriale à fond. Ils sont tous entrepreneurs à tous les niveaux, partout. C'est vraiment impressionnant. Ils ont une volonté on le fait, quoi. Just do it. Même si ça a l'air impossible, ils ont un mot qui s'appelle jugar. Il dit quoi qu'il en soit, ce sera fait. Alors c'est toujours un peu foireux, mais on y arrive. et socialement, franchement, je trouve que c'est un exemple comparé à nous en Europe, quoi. Okay. On a beaucoup à tirer d'eux, quoi. Socialement, ils sont vraiment cool, quoi. C'est-à-dire je peux te donner des exemples, tu vois. Par exemple, sur la route. Ouais. Si tu arrives à un chemin de fer, tu dois attendre que le train passe. En Inde, c'est beaucoup des motos et des rickshaws, tu vois, les trucs à trois roues. Ils arrivent, le train passe, ils descendent de leur moto et ils commencent à causer ensemble. Toi, tu fais quoi? Et moi, je fais ça. Et toi? Et ils causent tous ensemble. Pendant que le train passe. Et puis le train repart, on monte sur la moto et on redémarre. Et tout est comme ça. Nous, on serait sur notre moto, bien sûr. Fixé, surtout, je regarde pas le mec à droite. Et c'est complètement différent, quoi. Ils sont plus ouverts, quoi. Ils sont hyper ouverts, ils sont hyper accueillants. C'est nous les inviter au mariage tout de suite. Et pas parce qu'on est blanc, ils sont comme ça entre eux. Ouais. Tu vois, par exemple, les employés, je les voyais, ils sortaient du bâtiment. Il y en a qui rentraient à pied parce qu'ils n'ont pas tous des véhicules. Les mecs qui rentraient à pied, ils faisaient pas 100 mètres qu'il y avait toujours un autre employé qui le prenait. Ils étaient à 3 sur la moto ou à 2 dans le rickshaw, mais ils s'entraidaient tous, quoi. Ouais. T'aurais pas ça chez nous. Tu vois un gars je suis pas sûr que c'est un collègue parce que tu le connais pas tous. Quand t'as des centaines de gens, tu vas pas t'arrêter pour le prendre. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, avec ta boîte qui a pris de l'ampleur, etc., toi, tu dis que tu restes très focus sur ton business. Est-ce que tu as des gens qui ont cherché à t'influencer ou t'engager dans des trucs plus politiques, des cercles d'influence, etc. Ou est-ce que pas du tout? Probablement, mais après, comme j'y prête pas attention, ça se limite à je reçois un mail, j'y réponds pas, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas ressenti ça. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où il y a de plus en plus de complotisme, de plus en plus de personnes qui pensent qu'il y a un cercle de personnes qui contrôlent le monde, etc. Non, ouais. Est-ce que tu as déjà été contacté par ce genre de... ou pas du tout? Non, pas du tout, non. Le plus... C'est des clubs d'entrepreneurs, quoi. Ouais, il n'y a pas de complot. Et donc toi aujourd'hui t'es belge, t'as toujours tes bureaux en Belgique. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi de continuer à croître dans ce pays-là et de pouvoir influencer ton pays natal, ou est-ce que en fait toi tu es juste focus business et c'est pas spécialement un focus? J'ai un mixed feeling, c'est-à-dire je me sens international, on a des bureaux partout, on a plus de gens qui sont pas en Belgique que de gens en Belgique. Maintenant j'aime bien le pays, mais je le fais pas parce que j'aime bien le pays, c'est parce qu'on a des compétences. On a des vraiment bonnes compétences en Europe. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, et si on arrive à les étirer, la qualité est vraiment bien. Ok. Et donc voilà, t'es très focus. Est-ce que t'as d'autres intérêts en dehors de Odoo, des hobbies, des trucs dans lesquels tu as pu progresser et qui t'aident à avoir un certain équilibre, ou vraiment full focus? Je suis full focus, mais je fais comme tout le monde, je m'amuse, quoi. Ouais. Je joue au ping-pong, j'ai plein de potes. Je joue beaucoup aux jeux de société, soit avec des potes, soit en famille.
Mais voilà, ouais. Et du coup, comment est-ce que tu organises tes journées? C'est quoi ta routine? J'ai pas de calendrier. Enfin, j'ai un calendrier qui est quasiment vide. Okay. J'ai peut-être 2 meetings par semaine ou 3 maxi. Et en fait, c'est moi qui dirige mon agenda, quoi. Du coup, je vais voir les gens à qui j'ai besoin. 50% de mon temps, c'est de la R&D. 50%, c'est les grandes transformations en cours, quoi. Ok. Mais est-ce que t'as, genre, toi, une routine matinale? Ah non, j'ai pas. Non, perso, j'ai rien. Non. Ok. Non. Ok. Donc c'est vraiment. Non, et puis ça change complètement. Selon que je suis en Inde ou en Belgique, je vis différemment, quoi. Ok. Un truc, une question qui m'intéresse depuis quelques mois, que je me pose tout le temps, c'est en tant qu'entrepreneur, en fait, tu peux développer plusieurs compétences. Ouais. Et ces compétences sont pas le même impact. Il y en a qui ont plus d'effets de levier que d'autres. Toi, du coup, c'est quoi pour toi les compétences avec le plus gros levier qui auront le plus gros impact en tant qu'entrepreneur? Alors, pour moi, ça a été que je suis un bon développeur. Ok. Ça a impacté le produit, et même encore aujourd'hui, même si je ne développe plus, le fait que je comprends, que je peux débloquer, etc., ça aide beaucoup. Mais après, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, tu peux être très bon techniquement, la boîte, il faut d'autres choses, quoi. Il faut aussi réussir le marketing, il faut aussi réussir les ventes. Donc, tu arrives très vite à être un bon généraliste, à être bon en tout. Moi, je pense que je suis bon en tout. C'est pas exceptionnel en tout, mais je suis bon en tout. Je suis bon en marketing, je suis bon en vente, je suis bon en service. Et j'ai beaucoup investi dans tous. Ok. Et un des gros tafs d'un CEO, c'est de prendre des décisions. Toi, comment est-ce que tu approches justement la prise de décision? Bah oui et non, en fait. Hein. Ok. Tu vois, la stratégie, les prises de décision, les machins, c'est 5% de ton temps, quoi. Ah ouais. Le succès d'une boîte, c'est l'exécution. Ok. Et de temps en temps, une fois par an, tu as vraiment un sujet stratégique. Ouais. Mais en un jour, c'est réglé, quoi. Okay. Ou 2 jours si c'est vraiment compliqué. Mais le vrai, c'est l'exécution. C'est que tout roule vite, qu'il n'y ait pas de point de bloquant, que tout le monde est aligné, qu'on trace dans le même truc, qu'il n'y ait pas de point de friction, que s'il y a un département qui n'est pas efficace, qu'il devienne efficace. C'est ça le succès d'une boîte. C'est pas tellement la stratégie. Alors la stratégie joue, parce que je dis ça, mais en même temps, notre business model, avant et après, c'était un game changer. Ouais. Mais t'as pas des décisions comme ça tous les mois, quoi. Ok. Et donc du coup, en exécution, c'est quoi que tu essaies de débloquer? Enfin, concrètement, tu penses à quoi quand tu fais de l'exécution? C'est tout ce qui tourne pas. Mais pour ça varie. Si t'as pas assez de leads, ça va être du marketing. Si tu sens que le commercial n'est pas assez efficace, ça va être de travailler sur les méthodologies de vente, les pain points ou le support. Et du coup, tu fais quoi? Imaginons tu as un problème dans le marketing, tu vas faire quoi? Tu vas aller poser des questions à tout le monde et ensuite tu vas avoir une idée pour améliorer tout ça. Je peux t'expliquer ce que j'ai fait en Inde. Ouais, vas-y. Je suis arrivé, il n'y avait pas de marketing. Enfin, il y avait une personne au département marketing qui est partie la semaine où je suis arrivé. Okay. Donc, je suis parti de zéro, quoi. Ouais. Ma priorité, ça a été de travailler sur le recrutement. Okay. Pour mettre une machine de recrutement de gens de top qualité. C'était pas le cas avant, par exemple, ils vérifiaient pas l'anglais, ils faisaient pas les tests de logique, ils faisaient pas. Donc, j'avais des gens moyens, là j'ai amélioré le recrutement. Dès que j'ai eu un bon recrutement, ça a été assez vite, en quelques semaines, on a mis les process, j'ai remis des templates d'email, des tests de QI, des tests d'anglais, des machins, pour mieux les sourcer. J'ai recruté du marketing. J'ai commencé par la base, AdWords, LinkedIn, etc. Donc j'ai mis un gars là-dessus, je l'ai formé. Après, j'ai fait les événements. Ah, donc toi, t'es vraiment allé former on the ground, vraiment, ok. Moi, je connais un peu tous les métiers. Ok. Mais parce qu'il y a 20 ans. Après, j'ai fait les événements. Alors là, c'était marrant parce que, donc, en gros, j'ai rien inventé. C'est ce qu'on fait dans toutes les filiales, donc je connais assez bien. On fait des événements partout, donc j'applique, quoi. Et là, ils faisaient des événements partout en Inde, dans toutes les villes. Et dans leurs événements, il y avait 20 ou 30 personnes. C'était nul, quoi. Donc, ils envoyaient un mec à Mumbai. Il se pointait, il y avait 30 personnes dans la salle. C'était un peu la loose. Et donc là, j'ai dit, je vais régler ça. J'ai commencé à faire du LinkedIn in-mails. On peut plus le faire en Europe, mais là-bas, on peut encore le faire. Okay. Les pubs ads, etc. J'étais très fier de moi. 600 inscrits. Ouais. Et regardez, les gars, c'est bon, on a trouvé, on a craqué le truc. Maintenant, il y a 600 inscrits. J'étais super fier. Premier événement à Delhi, il y avait 90 personnes dans la salle. Okay. Merde, il y a 600 inscrits, mais ils viennent pas. Ouais. Du coup, j'ai tout essayé. Là, tu cherches. J'ai fait du mass mailing pour ceux qui sont inscrits, pour être sûr qu'ils viennent, les relancer 2-3 fois, puis des calls pour être sûr, vous venez. Ça bougeait pas trop. Et puis, j'ai essayé un autre truc. J'ai automatisé WhatsApp. Et les relances pour le WhatsApp. Donc, tous ceux qui s'inscrivent, ils ont eu un WhatsApp 1 heure avant et la veille. Ouais. Et boum, je suis monté à 300 personnes. Ok.
Ça a complètement changé la donne en termes de no-show à l'événement. Événement réglé, je suis passé au influenceur marketing. On a monté une équipe d'influenceurs marketing ça a cartonné, mieux que dans tous les autres pays. Mais ça a pris quelques mois. Maintenant, on a 5 personnes full-time qui font des deals avec des influenceurs pour faire des collabs, des intégrations, etc. Puis du coup, pour initialiser le truc, j'ai fait des podcasts moi-même. Comme ici, quoi, j'ai fait 5-6 podcasts indiens chez les gros en Inde. Alors c'était facile parce que les Indiens, ils aiment, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais ils voient les Blancs comme supérieurs presque à eux. Donc en tant que Blanc, les portes étaient ouvertes, quoi. Ouais. Donc même si la boîte n'était pas encore un super successful en Inde, c'était facile d'obtenir des collabs. Et puis après les influenceurs, là on est en train de faire un gros événement, on en fait un par an qui s'appelle Odoo Experience. On fait le même en Inde, de Community Days. On a fait le premier, en 6 semaines, on l'a organisé, on a eu 18 000 personnes. Ça c'était il y a un an. Maintenant le prochain qu'on va faire là en août, on vise 50 000 personnes à l'événement. Voilà, et puis donc ça m'a pris un an, j'ai monté tout ça. Après, en parallèle du marketing, j'ai fait le service, les ventes et tout ça. Hein, mais donc, ça en fait, donne un exemple, quoi. Ton rôle, du coup, c'est de prendre des points de focus du business comme ça et juste d'aller les résoudre et d'être à fond moi, je dans travaille pas sur le day-to-day. Ouais. Pas de relation client, je délivre pas de projet, je fais pas de service, je vends pas, je fais pas de démo. Sauf si ça marche pas. Ça marche pas, je vais m'asseoir à côté des vendeurs, je vais voir pourquoi ça marche pas. Je vais faire des calls avec eux et puis je vais comprendre, je vais faire que ça marche et puis je vais déployer ça dans toute la boîte. Mon but, c'est que la boîte tourne mieux. C'est juste ça, c'est pas de day-to-day, mais par contre, elle doit tourner nickel. Et ça, cette philosophie de travailler comme ça, c'est toi qui l'as inventé ou c'est... On a une chance, c'est que c'est aussi notre métier. Tout ça, c'est ce qu'on fait pour nos clients. Nos apps de gestion, parce que tout ce que je t'explique là, en fait, il y a toujours des outils derrière pour tout automatiser. Tu vois, envoyer les WhatsApp, envoyer les mass mailing, organiser des événements, tout ça. C'est notre métier, quoi. Donc j'ai appris aussi par nos clients. Ok. Ah, c'est intéressant parce qu'on entend souvent les conseils, c'est sortir de l'opérationnel, déléguer. Ah non, moi je crois pas à ça. Pour faire de la stratégie, tout ça. Non, toi, non, je crois pas. Non, je pense que. Tu vois, je disais, les team leaders, il doit être le meilleur de l'équipe. Mais c'est pareil à tous les échelons, quoi. Je pense que. Parce que si t'es pas le meilleur que les gens, qu'est-ce que tu peux leur apprendre, quoi? Tu dois vraiment... Après, tu peux leur apprendre des soft skills, tout ça, mais comment gravir des échelons dans une boîte, faire un peu de politique, mais c'est pas important, tout ça. Ce qui est important, c'est vraiment qu'ils évoluent. Et c'est pareil pour moi. Je pense que je dois être bon en tout, sinon j'apporterai pas assez de valeur, quoi. Mais heureusement, je fais ça depuis plus longtemps que les autres de la boîte, donc j'ai pris l'expérience, quoi. Super intéressant. Si tu devais laisser un message, j'aime bien cette analogie. En général, les interviews, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire centaines de milliers de personnes qui les regardent. C'est équivalent de plusieurs stades de foot. Et si tu t'imagines et que tu as un message que tu peux laisser à tout un stade de foot devant toi, quel message tu laisserais? Tester Odoo. Tu vas sur le site, tu testes, tu fais un free trial. Essaye de créer un site, par exemple. Tu vas dessus, tu prends le website builder, tu essaies de créer un site. Tu vas voir, c'est wow. C'est juste incroyable. Et les gens vont trouver plein de trucs qu'ils peuvent appliquer sur leur boîte directe. Signature électronique, lancer une campagne WhatsApp, whatever. Il y a plein de trucs qu'ils vont pouvoir trouver actionnables pour leur business. Ça marche. Du coup, je pense vendeur, que c'est... Non, mais c'est vendeur, mais t'as tout à fait raison. C'est ta mission de vie. Je crois qu'on a compris que c'était très important pour toi et que t'as fait quelque chose d'incroyable. Donc, je pense que c'est une bonne manière de terminer l'interview. Et puis, on laissera du coup le lien vers Odoo en dessous dans la description. Donc, suivez le conseil de Fabien, les amis. Cliquez sur le lien. Et puis, je te souhaite vraiment d'accomplir et de tout niquer sur l'e-commerce. Ça va être marrant. On va observer ça avec grande attention. Ça va être fun. Trop cool. Merci de ta présence. Merci. Allez, c'était Yomi. Allez, ciao.